Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque armée actuellement disponible dans Warhammer 40 000, est-ce que les règles qui lui ont été attribuées en 10e édition correspondent bien à l'aspect narratif de cette armée que j'appelle ici le lore, mais qui est du coup un terme anglophone qui représente tout l'aspect narratif, tout l'historique que cette armée a et comment elle est décrite dans la plupart des livres et dans tous les médias qui tournent autour de Warhammer 40 000. Alors évidemment, on commence par les Space Marines, puisque c'est l'armée la plus jouée. On a cette citation qui était souvent donnée, en tout cas dans les bouquins de l'hérésie d'Horus, qui disait que pour prendre une ville, vous envoyez une escouade, pour prendre un monde, vous envoyez une compagnie, pour prendre une culture, vous envoyez un chapitre. Alors, c'est l'hérésie, donc les escouades c'était 20 Marines, une compagnie c'était plutôt aux alentours de 1000 Marines, et un chapitre on était pas loin de 10 000. Mais tout de même, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est censé être des unités d'élite absolue, c'est des êtres humains génétiquement modifiés avec des organes en plus, ils font tous 2,30 m, 2,40 m de haut, ils pèsent plusieurs tonnes dans leur armure, ils ont 2 cœurs, ils ont 3 poumons, ils sont super costauds, super forts, ils ont des améliorations de partout. Et donc ils sont censés être très résistants, très endurants, mais aussi être très peu nombreux par rapport au nombre de planètes de l'Imperium, même avec le nouvel afflux de Space Marine Primaris qui ont été créés relativement récemment dans l'arc narratif de Warhammer 40 000, ils sont en nette infériorité numérique par rapport à quasiment toutes les autres factions, et en général, sur les batailles qu'on nous décrit, ils sont déployés souvent par compagnie, avec un capitaine qui mène cette compagnie, il n'y a jamais plus d'un capitaine par compagnie, et quelques lieutenants qui ensuite répartissent les ordres. En général, c'est ça l'archétype, et donc c'est une armée d'élite avec de l'infanterie soutenue par quelques véhicules blindés, quelques exo-armures type Dreadnought, et quelques speeders pour aller vite. Dans les règles, bon déjà le profil type, il faut le dire, le profil type du Space Marine ne colle pas au narratif. Il a une endurance de 4 qui est plus faible que celle d'un orc qui a endurance 5. Il a 2 points de vie, ce qui certes représente bien la redondance des organes, mais couplé à une endurance 4, on n'est pas incroyable. Il y a la même capacité de combat qu'un boy orc, donc un Space Marine surentraîné qui peut avoir 100 ans, se bat aussi bien qu'un orc grandi depuis 4 jours depuis un champignon. Ça paraît un peu étonnant, même capacité de tir qu'un gardien Eldar. Bon, le profil, il est standardisé et on comprend pourquoi. Le but, c'est de représenter des armées dans un jeu de figurines. On n'est pas là pour que chaque Space Marine soit capable de tuer une armée entière. Mais c'est vrai que là, on a probablement un petit décalage qui persiste depuis de nombreuses éditions. La règle d'armée, qui est le serment de l'instant, je trouve aussi représente assez mal finalement l'organisation militaire des Space Marines. C'est plutôt un aspect qui est présent dans l'hérésie d'Horus. Le serment de l'instant, c'est les escouades durant l'hérésie qui se signaient avant de commencer une bataille et qui s'épinglaient des serments et des choses qu'ils se juraient d'accomplir durant la partie, durant la bataille. Ça, on le retrouve vachement moins dans la partie narrative dans 40 000. Les Space Marines jurent très rarement des serments de l'instant. En général, ils ont une organisation qui est plutôt tactique, flexible, adaptable. Et donc, en fait, la règle d'armée, ça devrait probablement plutôt être les doctrines du détachement Gladius, plus que le serment de l'instant. L'organisation des listes Space Marine typiques ne reflète pas forcément trop bien non plus leur historique, puisque en général les Space Marines, on a des unités qui sont très autonomes dans le narratif. Vous avez des squads de 5 ou 10 Marines menés par un sergent qui agissent seuls, sans aide, voire sans ordre. Là, on a quand même dans la 10e édition quasiment une obligation de mettre des personnages pour rendre certaines unités efficaces. On a souvent plusieurs capitaines ou plusieurs lieutenants dans une armée qui compte 30 ou 40 Marines. Donc en termes de narratif, c'est pas forcément super cohérent. Et puis sur les profils d'armes, des bolters force 4, PA 0, alors que c'est censé être des mitraillettes qui lancent des mini-roquettes qui déboîtent le bras d'un humain normal quand il tire avec. Avoir 1 de force en plus qu'un fusil laser et la même pénétration d'armure, c'est un peu moisi. Les armes Primaris reflètent plutôt mieux ces armes, avec à minima une PA-1 et une force 5, mais bon, on est quand même un peu en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre dans le narratif. Quand on se prend un bolter, on explose, ça explose un humain de l'intérieur, il est mort sur le coup. Donc bon. Et en plus, les Space Marines sont censés être rares, mais c'est la faction la plus jouée du jeu, donc je pense que si on additionnait toutes les figurines de tous les joueurs Space Marine, il y aurait plus de Space Marine que n'importe quelle autre figurine de n'importe quelle autre faction. Mais bon, évidemment, la plupart de ces aspects ne peuvent pas être correctement représentés dans le jeu, c'est l'armée qui sert de base pour quasiment tous les débutants. Si vous leur donnez une armée
très élite qui du coup peut être potentiellement assez compliqué à jouer, vous n'êtes pas tout à fait dans le truc. On a le problème à AOS avec les Stormcast qui paraissent être les Space Marines mais qui au final sont assez techniques à jouer parce que vous avez très peu de figurines sur table même par rapport à d'autres armées d'élite. Donc je pense que Games Workshop ne voulait pas tomber là-dedans avec les Space Marines, donc les profils ne reflètent pas forcément beaucoup l'aspect narratif. Mais en tout cas, pour moi, c'est une armée qui ne colle pas à comment elle est décrite dans les bouquins, dans le lore. Quand vous la jouez sur table, un Space Marine, il est pas du tout assez costaud, il tape pas du tout assez fort par rapport à ce que vous avez pu lire sur ce qu'est capable normalement de faire un Space Marine. Alors pour l'Adeptus Mechanicus, dans son historique, dans son lore, on a en fait des cyborgs, hein, c'est des humains normaux mais qui sont bidouillés, modifiés, avec ou contre leur gré, ça n'a pas trop d'importance. Globalement, ça peut même être des gens qui ont été clonés juste pour le plaisir de faire des cyborgs, ou des gens qui ont été punis, ou des gens qui ont été récompensés. Ça peut aller un peu tout chercher. Ils sont censés être nettement meilleurs qu'un garde impérial lambda, hein, ils ont des bioniques partout, ils ont des améliorations à la visée, ils ont des armes qui sont censées être bien plus dévastatrices, hein, on parle dans l'historique souvent des carabines radium qui irradient un champ de bataille entier juste avec les douilles de l'arme et qui tuent même leurs porteurs tellement elles sont radioactives. On a des armes galvaniques qui tirent des balles dans lesquelles il y a une cervelle humaine de serviteur qui guide la balle pendant son trajet pour pénétrer les endroits les plus vulnérables des armures. Donc normalement, on a un profil qui est plus efficace qu'un garde impérial de base. En théorie, c'est une armée de troupes relativement élites, mais qui sont dilapidées sans aucune question par les technoprêtres. Ils sacrifieront sans aucun scrupule leur cohorte de cyborgs pour tenir une position ou pour protéger la moindre pièce de technologie. Et puis vous avez la partie culte Mechanicus, où elle, c'est plutôt les technoprêtres, ou les prêtres qui vénèrent un aspect spécifique du dieu machine, et qui sont un peu les dirigeants de tous ces cyborgs. Le tout est accompagné d'un arsenal de véhicules assez ésotériques avec des moyens de propulsion divers et variés et des armes nettement plus avancées que ce qu'est censé proposer l'Imperium classique, y compris des trucs plus ou moins interdits et plus ou moins secrets. Sur table, par défaut, l'Adeptus Mechanicus c'est plutôt une horde d'infanterie assez moyenne, assez médiocre. C'est de l'infanterie qui peut devenir très efficace, mais qui n'est efficace qu'avec la bonne doctrine. C'est-à-dire que vous choisissez en début de tour un certain boost, soit pour le tir, soit pour le corps à corps, et ça rend vos unités meilleures qu'un garde impérial, mais sinon par défaut, elles sont un peu dans le même type. On a une endurance à 3, une sauvegarde à 4, ça touche à 4+, donc on n'est pas très très loin du garde impérial, à part que ça résiste un tout petit peu mieux aux dégâts, avec aussi une sauvegarde invulnérable. La plupart des armes sont sans doute en dessous de ce qu'on aimerait. Les armes à radium force 3, anti-infanterie 4+, sachant que des Drukhari qui tirent des petits éclats de cristal avec du poison sont anti-infanterie 3+, on a un peu de mal à suivre. Et puis les armes galvaniques qui n'ont pas du tout de PA, alors que le seul principe de l'arme galvanique c'est que ça tire des balles à tête chercheuse. Pareil, il y a des choses qui sont pas super cohérentes. Là encore, hein, ça se comprend très bien dans l'aspect de créer un jeu. Hein, si on devait représenter chaque arme et chaque profil d'unité très exactement comme il est dans le lore, on jouerait avec des bandes de 7 figurines, avec des armes qui tuent tout de suite. Hein. Les véhicules, eux, sont pas particulièrement impressionnants non plus. Ça, c'est vraiment l'aspect décevant. On s'attendrait à ce que le culte de la machine, quand même, ait accès à des machines particulièrement impressionnantes. Mais au final, le Mechanicus n'a pas de tank qui valent même un tank Primaris. Hein, ils n'ont pas d'armes type destructeur laser. C'est quand même normalement le Mechanicus qui fabrique les tanks des Primaris. On pourrait s'attendre à ce qu'ils se fournissent eux-mêmes parmi les meilleures armes plutôt que toutes les donner aux Space Marines. Bon, a priori, c'est pas le cas. Il y a quelques petites incohérences comme ça par-ci par-là. Au final, l'armée est assez mal représentée par ses règles actuellement. Elle représente assez mal son côté narratif. À moins d'empiler toutes les doctrines et tous les boosts de personnages pour vraiment faire des unités qui atteignent le niveau auquel on s'attendrait qu'elles soient, on n'est pas vraiment sur un truc très fiable par rapport au narratif. Maintenant, ce côté empilement de doctrines et de règles représente lui pour le coup assez bien un autre côté de l'armée, mais c'est vrai que les profils de base sont parfois un peu décevants par rapport à ce que même vous lisez dans le codex. Quand vous lisez la description dans le codex d'un Skitarii et que vous regardez son profil, ça vous fait un peu un choc quand même. L'Astra Militarum, lui, donc dans son aspect narratif, c'est évidemment les armées d'aujourd'hui. Hein, vous avez des armées quasi identiques à celles d'aujourd'hui, avec de l'infanterie, souvent sacrifiée par ses commandants, ça c'est pas forcément la même chose qu'aujourd'hui, mais quand même, et vous avez de l'artillerie, des tanks, c'est une force d'armes combinées, avec à la fois des unités d'élite, à la fois des conscrits, des humains de base, avec de l'élite pour les soutenir. Il y a énormément de régiments et de styles de combat différents, qui sont bien sûr compliqués à représenter en termes de règles, mais bon, c'est une armée classique, comme celle de notre 21e siècle, hein. Vous avez des officiers qui donnent des
ordres via radio ou via moyen de communication, et les troupes les exécutent du mieux qu'elles peuvent, sauf si elles sont sous le feu ennemi, pilonnées, en retraite ou quoi que ce soit. C'est très cohérent avec les armées qu'on a aujourd'hui. Et donc globalement, c'est des armées qui ont besoin d'avoir des armes faciles à recharger, faciles à remplacer et qui ont un suivi logistique simple, donc des armes de masse, sans grande valeur, qui tirent pas très fort, mais avec suffisamment de volume pour que ça soit efficace, et puis le dégât vienne vraiment des tanks, des spécialistes, de l'élite, qui eux sont plutôt mieux équipés que les troupes de base. Dans les règles, je pense que c'est une armée qui est très très bien représentée, là pour le coup, sur table. Hein, vous avez votre profil d'humain type Endurance 3, 1 PV, sauvegarde à 5, touche à 4, donc c'est le profil d'humain lambda. Hein, c'est pour ça qu'on aurait aimé que le Mechanicus soit un petit peu meilleur pour être un petit peu meilleur que le garde impérial. Les fusils laser force 3 sans PA, mais avec beaucoup de volume, ça colle très bien. Et puis des gros tanks vraiment solides, beaucoup de points de vie, gros blindage, et des armes qui font vraiment mal quand elles arrivent à toucher. La règle d'armée représente les ordres donnés par les officiers, qui fait que les unités prennent le temps de viser, donc touchent mieux, ou tirent en full auto avec des rafales plus massives, courent pour prendre des positions, chargent avec les baïonnettes. Tout ça, c'est pareil, c'est très cohérent par rapport à l'aspect narratif de l'armée. Et puis en général, c'est une armée qui fonctionne très bien en inter-armes. Y a pas mal de joueurs qui ont envie de jouer un mélange infanterie, tank, artillerie, plutôt qu'avec des formations ultra spécialisées. C'est en général ce qu'on voit dans l'historique de 40 000, même si on a aussi plein d'exemples de régiments qui ne sont que des régiments blindés, que des régiments d'artillerie, ou des régiments plutôt de masse d'infanterie. Tout ça est très bien représenté aussi par les règles et les détachements. Donc au global, je trouve que la garde impériale, l'Astra Militarum, c'est une armée qui est très très bien représentée par ses règles par rapport à l'aspect narratif qu'on peut lire un peu partout dans les bouquins, dans les codex, et en général dans l'archétype, dans l'image qu'on s'en fait avec Warhammer 40 000. L'Adeptas Sororitas, donc les sœurs de bataille, elles, c'est plutôt un archétype dans l'historique qui est semi-élite, c'est-à-dire que ce sont des humains normaux, ils n'ont pas d'amélioration génétique ou de choses comme ça. Par contre, elles sont entraînées dès leur plus jeune âge, toute leur vie. Ce sont des militants et des militaires de naissance, quasiment. On les prend dans les écoles de formation dès qu'elles ont 6 ou 7 ans et on les éduque tout de suite pour devenir des guerrières non-stop. Donc elles sont très bien entraînées et elles sont aussi très bien équipées avec des armures énergétiques de grande valeur, des bolters qui certes ne sont pas de la même taille que ceux des Space Marines mais font globalement à peu près le même effet, et puis de bonnes armes, de bonnes armures. Et donc c'est finalement dans l'historique plutôt une masse d'infanterie soutenue par quelques véhicules qui avance en priant, qui brûle tout devant soi et qui est soutenue par des pénitents, des prisonniers qui sont torturés pour donner des machines qui tapent un petit peu plus fort. Et puis souvent elles sont auréolées de leur foi en l'empereur qui leur permet de réaliser certains miracles ou certaines prouesses très surprenantes au point parfois d'invoquer presque des démons de l'impérium, on va appeler ça comme ça. Qui sont typiquement Sainte Célestine par exemple, et puis elles inspirent en général dans l'historique les troupes impériales autour d'elles à tenir leur position ou à se battre avec plus de ferveur. C'est vraiment une armée qui arrive comme une hoste angélique un peu d'élite qui vient renforcer les pauvres gardes impériaux qui sont surmenés, malmenés, et vous avez la foi des sœurs de bataille qui régénère un peu tout le monde, qui redonne du cœur à l'ouvrage, qui rebooste un peu toutes les unités, et donc ça c'est un peu ça l'archétype de cette armée dans Warhammer. En termes de règles, elles ont leurs règles des dés de miracle qui représentent assez bien la capacité de l'armée à accomplir des actes surhumains grâce à la foi. Vous pouvez remplacer au lieu de jeter un dé, vous pouvez utiliser un résultat que vous aviez déjà reçu avant, typiquement un 6 par exemple, pour faire 6 dégâts directs, ou mieux blesser, mieux toucher, etc. Donc permettre à une petite sorte de bataille de base qui manie sa masse de réussir à blesser un énorme monstre tyrannide. Normalement, c'est pas du tout possible, mais grâce à sa foi en l'empereur, elle arrive à frapper plus fort, elle est soutenue par la puissance psychique de l'empereur, où elle tire pile au bon endroit, etc. Elles sont guidées par leur foi. Donc la règle des dés de miracle représente très bien ça. Elle a été surnerfée par Games Workshop, les taux de victoire en tournoi des sœurs de bataille sont effondrés, donc ils reviendront probablement sur cette modification dans la prochaine passe d'équilibrage. Mais en tout cas, la règle elle-même, sur son concept, représente très bien ce qu'on s'attend à voir l'armée faire sur table. Le profil type représente aussi très bien une sorte de bataille de base, c'est bien une endurance 3, mais par contre l'armure est bien meilleure à 3+, comme celle d'un Space Marine, c'est une armure énergétique, ça se comprend, et puis comme c'est une armée bien entraînée, capacité de combat ou capacité de tir de 3+, ce qui est très cohérent aussi. Les armes sont aussi celles auxquelles on peut s'attendre, et puis ici le bolter qui n'est que force 4 PA0 me choque moins, parce que un bolter de sort de bataille c'est pas la même taille qu'un bolter de Space Marine, c'est des armes faites pour les mortels, entre guillemets, au lieu d'être faites pour les Space Marines, donc c'est plus petit, il y a moins de recul, ça tire des bolts probablement un petit peu plus petits aussi, et donc le fait que ça soit moins efficace me choque moins ici.
Je pense par contre que c'est une armée qui pourrait être mieux représentée, peut-être avec une liste de miracles qu'elle peut accomplir ou qu'elle détermine aléatoirement, un peu comme les bénédictions de cornes des World Eaters, des bénéfices qui affecteraient toute l'armée. Au lieu de booster certaines actions spécifiques via les dés de miracle, peut-être avoir juste des buffs complets pour l'armée qui sont tirés aléatoirement et qui représentent la manifestation psychique de l'empereur en fonction des prières dites par les sorts de bataille. Mais je pense que ça serait une idée pas inintéressante, mais les dés de miracle représentent plutôt bien quand même ce que l'armée serait censée être capable de faire dans le narratif. Pour les Custodes maintenant, dans le lore, dans l'historique, au mieux ils sont 10 000 dans tout l'Imperium. C'est une armée ultra élite, c'est d'ailleurs quasiment jamais déployé sous forme d'une armée à part entière. Ce sont des soldats qui sont au-delà du Space Marine, ils sont créés par l'empereur lui-même, c'est pas des enfants bidouillés génétiquement avec des organes en plus, hein. Là on a des humains qui sont presque élevés, voire même créés directement par un procédé à la fois psychique et alchimique très secret. Hein, les Space Marines, on sait très exactement la procédure d'implantation des organes et comment ça marche. Pour les Custodes, on ne sait pas exactement comment ils sont créés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont la même architecture interne qu'un humain normal. Ils n'ont qu'un cœur, 2 poumons, etc. C'est juste que tout est poussé à son optimum, à sa perfection maximale, qui en fait des guerriers vraiment surhumains. Ils sont, en théorie, capables de battre n'importe quel adversaire en duel. Un Custodes peut battre à peu près n'importe quel truc en duel, sauf peut-être un Primarque ou un démon majeur. Mais globalement, un capitaine Space Marine, même le meilleur des commandants Space Marine du meilleur chapitre, normalement ne fait pas le poids face aux Custodes de base. Ils sont aussi a priori plus rapides, avec de meilleurs réflexes qu'à peu près n'importe quelle espèce, Eldar y compris, et ils ont les meilleures armées armures que l'Imperium puisse produire, les meilleurs modèles de Dreadnought, de véhicules. Globalement, si vous aimez être le meilleur des meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, le truc imbattable, l'espèce de machin qui a aucun défaut, les Custodes, c'est ça dans le lore. Hein. Ils sont juste... leur seul défaut, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de volonté, puisqu'ils réagissent vraiment surtout à la volonté de l'empereur, et donc ils n'ont pas forcément beaucoup de personnalité individuelle. Et puis l'autre volet de l'armée, ce sont les sorts de bataille, ce sont des humains normaux, mais surentraînés, suréquipés, et puis avec ce côté paria, c'est-à-dire que les pouvoirs psychiques sont complètement annulés autour d'elles, elles ont ce qu'on appelle pas d'âme, hein, finalement, elles n'ont pas de présence dans le warp. Et donc en termes de déploiement en tant qu'armée, c'est assez rare qu'ils soient déployés comme une armée elle-même. Hein, en général, vous avez quelques groupes d'actions de Custodes qui accompagnent d'autres armées ou qui agissent en solitaire, mais qui sont rarement plus d'une dizaine, et encore, c'est quand même assez rare. Donc dans les règles, évidemment, pour les représenter sous forme d'une armée, on est bien obligé d'en avoir un petit peu plus que 3 ou 4 sur la table, voire plus qu'une dizaine, et donc clairement, le profil est en dessous de ce qui devrait probablement être. Un Custodes a l'endurance d'un Space Marine en armure Gravis, avec la sauvegarde d'armure et l'invulnérable et les points de vie d'un Terminator. Il devrait être bien au-dessus de ça. Il ne bouge que de 6 pouces, ce qui est moins qu'un Eldar, là encore, pas cohérent avec le narratif. Et en général, leur sauvegarde à 2+, elle est quasiment jamais là, puisque tout le monde a de la PA dans le jeu, et donc ils sont très souvent sur une sauvegarde à 4+, donc leur armure, qui est censée être la meilleure des meilleures de l'Imperium, est rarement bien représentée. Mais bon, évidemment, on est obligé de rester dans la limite du raisonnable pour un jeu de figurines, sinon on aurait une armée de 5 Custodes sur la table contre 150 gardes impériaux, donc ça ne va pas du tout. Donc on est bien obligé d'avoir un profil un petit peu plus cohérent. La règle d'armée, c'est les katas martiaux. Donc ça représente bien les prouesses au corps à corps des Custodes, mais ça représente pas du tout leur capacité martiale de tir. Après, souvent, dans le lore, les Custodes sont quand même plutôt représentés comme des guerriers de corps à corps, donc c'est cohérent. Et puis la partie Sœur du Silence est assez bien représentée dans ses règles antipsychiques et dans les profils. Hein, on est sur de l'endurance 3, sauvegarde à 3, etc. On est comme une sorte de bataille, donc c'est très cohérent. Et en termes d'armes, je pense que les armes représentent bien ce qu'ils sont censés être capables de faire. Vous avez les meilleures armes de corps à corps du jeu pour une unité d'infanterie. C'est du Force 7, PA-2, dégâts 2, avec un gros volume d'attaque sur les lances. Force 9, PA-1, dégâts 3 sur les haches. Peut-être la PA-1 un petit peu trop faible. Le tir, c'est des bolters. Force 4, PA-1, dégâts 2, qui à mon avis correspond plutôt mieux à un bolter que la plupart des armes que les Space Marines peuvent avoir. Et puis en termes d'équipement, la plupart des choses un peu hors infanterie sont du Forge World, donc pas forcément trop poussées ou mis en avant ou bien représentées par Games Workshop. Mais en soi, les tanks Caladius représentent très bien les véhicules et technologies supérieures. C'est un véhicule qui est très endurant, qui bouge bien, qui tire très très fort. Et les Dreadnoughts sont des modèles Contemptor, donc un peu meilleurs que les Dreadnoughts de base, mais un peu moins bons que des Dreadnoughts Primaris. À voir si ça mérite pas un petit rééquilibrage. Au global, c'est une armée qui correspond pas vraiment à son aspect narratif, mais c'est parce que c'est une armée qui narrativement n'existe pas vraiment en tant qu'armée, ou en tout cas elle est très rarement décrite
comme participant à des combats en tant qu'une armée unifiée, et puis le profil individuel de chaque personnage est trop épique pour être représenté sur le champ de bataille, sinon quasiment chaque custodes serait le profil d'un primarque et on serait sur un truc vraiment pas très jouable. Les chevaliers gris maintenant, alors eux dans leur historique, vous êtes sur des Space Marines plutôt standards, mais ils sont dopés au pouvoir psychique avec des armes et armures qui amplifient tous ces pouvoirs. C'est un chapitre qui est très secret, hein, même aux yeux de l'Imperium, personne ne sait que ça existe, et en général, quand certains alliés ont vu les chevaliers gris débarquer sur un champ de bataille, ils sont faits prisonniers, on leur lave le cerveau, ou pire, on les exécute via l'Inquisition. Leur présence et leur existence doit rester la plus secrète possible. Donc vous êtes sur des Space Marines plus, une espèce d'élite psychique qui opère très rarement sans aide de l'Inquisition. Et le profil type auquel vous pouvez vous attendre, c'est un Space Marine avec des capacités psychiques. A priori, jusqu'ici dans le lore, ils étaient plutôt anti-primaris, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas forcément recevoir les améliorations qui leur permettraient de devenir primaris. Ils ne voulaient pas participer à la création de nouveaux Space Marine primaris pour les Chevaliers Gris, mais à voir si Games Workshop changera ça dans le futur avec la sortie du Codex et une éventuelle refonte de la gamme des Chevaliers Gris qui en a bien besoin. En termes d'armement, normalement, ils ont des armes qui sont meilleures que celles des Space Marines de base, puisqu'elles exploitent le potentiel psychique des Chevaliers Gris pour être plus efficaces. Donc vous avez des psy-canons, qui sont un peu comme des bolters, mais boostés au pouvoir psy. Vous avez des armes de force qui utilisent les pouvoirs psy pour renforcer le champ énergétique de l'arme. Et puis vous avez des bolter storm montés sur des gantelets, sur des brassards. Voilà, il y a des équipements un petit peu meilleurs, des armures un petit peu meilleures que ce que vous trouvez chez les Space Marines de base. Maintenant, dans les règles des Chevaliers Gris, leur règle d'armée, c'est de la téléportation. Hein, c'est en gros, à la fin de chaque tour, vous prenez plusieurs unités, puis vous pouvez les redéployer sur la table ailleurs. Alors certes, ça représente certains aspects narratifs de l'armée, qui est qu'ils se téléportent un peu partout, mais tout l'aspect psychique de l'armée est un peu passé à la trappe. Hein. La 10e édition, c'est pas une édition qui est favorable au pouvoir psy et à la magie. Chaque pouvoir psy, c'est soit une arme de tir, soit une petite aptitude pour l'unité, mais on n'a plus vraiment de phase psychique, plus vraiment de magie, de contrôle de la magie ennemie, de régulation du warp, de choses comme ça. Tout ça, ça a un peu disparu dans cette édition. Donc la règle d'armée, c'est la téléportation, ça représente un aspect des Chevaliers Gris, mais leur aspect principal, qui est la partie psy, c'est pas vraiment bien représenté sur table. Le profil type, par contre, du Space Marine, dans la limite de ce qu'on a déjà dit sur les profils de Space Marine, ça fonctionne bien. On est bien sur un profil de Marines, mais plus, avec une meilleure sauvegarde d'armure. Et puis leurs armes sont bien représentées. Les armes de force Nemesis, on est presque sur le même profil que des lances de Custodes. Donc c'est des armes qui sont puissantes, qui tapent fort, qui ont une bonne pénétration d'armure, qui font de bons dégâts. On a des sauvegardes à 2+, partout, avec des invulnérables assez fréquentes, donc ça représente bien leur équipement d'exception qui est fabriqué que pour eux. Hein, les Chevaliers Gris ont leur propre monde forge du Mechanicus, qui ne travaille quasiment 99% que pour eux. Par contre, voilà, la partie règle d'armée, la partie aptitude de la plupart des fiches d'unité ne colle pas vraiment à l'image qu'on se fait de l'armée. Hein. On est censé être sur une armée de psychers un peu partout. Et là, c'est vrai que les aptitudes ne collent pas forcément trop à ça. Ou en tout cas, dans un aspect tellement limité que ça en est pas très représentatif. Donc actuellement, je trouve pas que ce soit une armée qui est très bien représentée par ses règles par rapport à son aspect narratif. Les agents impériaux, on va rigoler un peu, dans le lore ils n'existent pas vraiment hein, en fait, hein, c'est pas vraiment une armée à part entière dans l'historique du jeu, c'est plutôt une collection d'atouts auxquels les inquisiteurs peuvent faire appel ou auxquels les autres armées de l'Imperium peuvent recourir. Mais vous n'avez jamais dans un bouquin une description d'une armée menée par un inquisiteur avec des forces de bric et de broc qui affrontent quelque chose, ou si c'est arrivé, je suis complètement passé à côté. En général, vous avez un inquisiteur qui arrive avec quelques forces supplémentaires et qui fait sa propre mission, mais il n'est pas là pour mener des guerres ou des batailles. C'est une armée qui, du coup, potentiellement serait très disparate. Hein. Vous avez souvent un inquisiteur avec quelques arbites qui sont là pour faire respecter les lois de l'Imperium. Vous avez peut-être un libre marchand qui s'est associé à l'inquisiteur et qui vient avec son propre entourage. Vous avez des forces des Chevaliers Gris qui sont dépêchés en soutien, des forces de la Death Watch ou des sœurs de bataille. Et vous avez quelques assassins qui, là encore, sont très rarement en action main dans la main avec d'autres forces ou qui utilisent les autres forces comme distraction pour eux pouvoir s'infiltrer. Mais on a rarement une armée cohérente faite à partir de ça. Le profil type, c'est des humains de base, avec un équipement qui va de l'équivalent de ce que peut avoir un garde impérial, jusqu'à à peu près un bolter, pas vraiment mieux. Et puis il n'y a pas vraiment de caractéristiques définies hein, à cette armée.
Dans le lore, un inquisiteur il réquisitionne une force de Space Marine ou de gardes impériaux ou de sorts de bataille ou de chevaliers gris quand il doit mener un combat à l'échelle de Warhammer 40 000, donc un combat type on doit reprendre un secteur d'une ville, hein, c'est à peu près ça l'échelle d'une bataille de Warhammer 40 000, on reprend un quartier d'une ville à peu près contre l'ennemi. Un inquisiteur utiliserait plutôt des forces de gardes impériaux, Space Marine ou sorts de bataille, pas des forces de l'Arbites mélangées avec trois chevaliers gris et un chevalier allié, quoi. Donc les autres unités qui sont dans le codex agent de l'Imperium, on les verrait pas forcément dans des batailles rangées, ce serait plutôt des missions qui sont mieux représentées par Kill Team que par Warhammer 40 000. Et donc bah dans les règles, comme les règles n'existent pas pour cette armée, puisque leur seule règle c'est de pouvoir s'allier aux autres factions, ça respecte très bien justement l'aspect narratif, hein. Vous prenez des petits morceaux des forces de l'Inquisition et vous les alliez aux autres armées de l'Imperium, ça c'est top, ça marche très bien. Par contre le fait que l'armée elle-même n'ait pas de règle d'armée, bah, c'est un peu normal, puisque ça n'opère normalement pas sous forme d'armée à part entière. Donc bon, voilà, c'est une armée qui normalement n'existe pas dans le lore, il n'y a jamais de description d'une armée d'un inquisiteur qui mène 150 arbites au combat, voilà, ça n'existe pas. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de règles associées à ça, finalement. Le fait que l'armée soit extrêmement mal supportée par Games Workshop et n'ait pas vraiment de règles qui l'aident à être compétitive, finalement c'est très narratif. Les aptitudes des unités, elles, représentent plutôt bien leur rôle sur le champ de bataille, mais l'armée n'est pas vraiment cohérente. Vous pouvez le justifier dans le narratif pour dire que voilà, vous avez une première force d'Arbites qui affronte la première vague d'une invasion Xénos ou hérétique en attendant qu'une vraie armée de l'Imperium débarque. Vous pouvez avoir un inquisiteur qui utilise les troupes qu'il peut, il place toutes les troupes qu'il peut en attendant des renforts. Et dans ce cas, le fait qu'il n'y ait pas de synergie entre les unités, qu'il n'y ait pas de règle d'armée et narrative. Mais bon, globalement, voilà, c'est une armée qui n'a pas vraiment d'existence dans le narratif en tant qu'armée à part entière. Pour les chevaliers impériaux, dans le lore, bah, en fait, on a des maisons nobles hein, qui sont sur des planètes un peu féodales, et donc vous avez l'équivalent des seigneurs féodaux de notre époque médiévale, sauf qu'au lieu d'être à cheval, ils pilotent des gigantesques armures qui ont parfois des millénaires hein, d'existence et qui sont entretenues par des serfs du Mechanicus. Et le but, c'est de défendre leur monde contre l'ennemi, contre des invasions de mondes, de monstres horribles s'ils habitent sur des mondes un peu sauvages. Ils les utilisent aussi pour satisfaire à des duels d'honneur et pour quelques guerres civiles par-ci par-là quand ils en ont envie. Et puis ils sont accompagnés par les plus fidèles hommes d'armes qui, eux, ont le privilège de monter dans des plus petits chevaliers, les armigères. Donc en théorie, les armigères, ils sont utilisés en éclaireur ou en soutien d'un chevalier pour les accompagner dans leur mission ou dans leur combat ou dans leur duel. Ils ont souvent un armement qui est antique et un peu ésotérique, des choses mal comprises, maintenues un peu par la force de l'habitude. Et puis ils ont un fort code d'honneur, un fort code de la chevalerie, avec un lien fort avec le Mechanicus. Ils sont souvent, le Mechanicus c'est représenté par les sacristains, qui sont un peu les serfs des maisons nobles, et qui sont là pour maintenir les gigantesques armures. Mais il y a aussi une certaine peur de perdre la légitimité de sa maison, de perdre trop d'armure et de perdre sa planète, et du coup de se retrouver englobé par le Mechanicus et de perdre son autonomie, de plus être une maison noble, mais d'être juste une maison au service du Mechanicus. Souvent, les chevaliers, dans le lore, sont vus en alliés avec d'autres forces impériales, sauf quand ils défendent leur propre monde. C'est assez rare de les voir en tant que force à part dans le lore, sauf effectivement quand leur monde se fait envahir spécifiquement. En termes de règles, le code de chevalerie et les objectifs à atteindre durant la partie, ça c'est la règle d'armée des chevaliers, ça représente bien ce qu'un noble s'attribuerait lui-même comme quête. Hein, il s'attribue le fait de tuer le seigneur ennemi comme un acte noble, et quand vous l'accomplissez, bah, votre morale est boostée, donc vous êtes meilleur sur la table. Ça fonctionne très bien en termes de règles par rapport au narratif. Et puis les aptitudes de lige représentent aussi très bien le fait qu'un noble peut inspirer ses hommes d'armes armigères à de plus hauts faits en les soutenant et en les encourageant. Bon, à part ça, les profils des unités représentent bien la résistance de ces machines. Hein. On est à mi-chemin entre le plus solide des tanks Space Marine et un Titan. On est sur de l'endurance 13, plus de 20 points de vie, 24 de mémoire sur les gros. En théorie, ça devrait être plus élevé que ça pour vraiment représenter le narratif, mais là encore, comme pour les Custodes ou les Space Marines, on doit rester dans les limites du jeu et donc l'échelle n'est pas évidente à maîtriser. Hein. Donc on est bien obligé de rester sur des endurances 12, 13, 14 et des PV à 24, 25 parce que sinon vous seriez sur de l'endurance 16, 17 et du 35, 40 PV. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait 60 tirs de canon laser pour réussir à en dégommer un. Bon, c'est plus cohérent, mais ce serait pas très jouable. Les coups en points et les aptitudes, par contre, devraient probablement être revus, parce que la manière optimale de jouer actuellement représente très mal l'armée. Hein. Normalement, on devrait avoir
un ratio de peut-être 2 ou 3 petits pour un gros chevalier. On ne devrait pas avoir des armées avec que des petits. Ça arrive quasiment jamais dans l'historique. Les petits, ils sortent pour accompagner les gros. Ils peuvent faire des missions de reconnaissance, mais ils sont rarement que tout seuls sans gros. C'est pas vraiment l'objectif de l'armée. Et donc là, il y a une vraie déconnexion, on va dire, entre ce que la 10e édition nous incite à jouer pour être compétitif et efficace, et ce qu'on aimerait voir sur la table ou ce qu'on a envie de jouer quand on joue les chevaliers, ça c'est sûr. On passe maintenant aux factions du chaos, on va commencer par les démons du chaos. Alors, les démons du chaos, c'est une armée assez particulière. En général, ils se manifestent sous forme d'une invasion démoniaque dans la partie narrative. Donc généralement, la planète qui se fait entourer de tempêtes warp, ou un rituel spécifique par des agents du chaos, ou un psyker incontrôlé qui abuse des pouvoirs psy et qui ouvre une porte vers le warp. Et en général, ça résulte en une marée sans fin de démons qui apparaissent n'importe où, qui attaquent de tous les côtés. C'est une nuée de toutes les tailles, de toutes les formes. C'est un assaut psychologique et physique à la fois, où les mortels, même les non-psychers, ont des hallucinations, des visions, ils savent plus ce qui est vrai, l'univers commence à se déformer autour d'eux, etc. Et c'est des entités qui sont éthérées, qui sont dures à blesser, hein. Les armes peuvent passer à travers sans causer de dégâts. En général, dans le narratif, on a des invasions démoniaques dieu par dieu, c'est-à-dire que le rituel ou la manifestation psychique, ça ouvre un portail, soit vers des démons de Khorne, de Nurgle, de Tzeentch ou de Slaanesh. C'est très rare qu'il y ait un mix de plusieurs démons du chaos, de plusieurs dieux différents. C'est très rare dans le lore, dans le narratif. Ça peut arriver, il y a des cas exceptionnels où vous avez un leader spécifique qui arrive à avoir les faveurs de plusieurs dieux du chaos à la fois, et des moments où les dieux du chaos s'allient ensemble, mais la plupart du temps, les 4 dieux se détestent, se livrent une guerre permanente pour se dominer les uns les autres. S'ils peuvent participer à la même guerre avec des démons de temps en temps, c'est rare qu'ils participent à la même bataille. Vous avez souvent dans l'historique des combats dans le même secteur où vous avez des forces de différents dieux qui combattent le même ennemi, mais sur le même champ de bataille, vous aurez rarement du Khorne mélangé à du Slaanesh, du Nurgle mélangé à du Tzeentch. Ça arrive très rarement. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc maintenant, les règles des démons du chaos, leur règle c'est l'ombre du chaos, hein, ça représente bien une invasion démoniaque. À mesure que le champ de bataille est de plus en plus corrompu par l'arrivée de démons, les démons ont de plus en plus de facilité à attaquer de tous les côtés, à se téléporter au plus près de l'ennemi, ils se guérissent ou ils se régénèrent parce que le warp déborde sur l'univers matériel, et donc ça c'est bien représenté par la règle, et puis ça perturbe aussi les ennemis par des visions, des hallucinations, ce qui est là encore bien représenté par la règle de l'ombre du chaos. Vous avez aussi les 5 détachements démons qui permettent de bien représenter chaque armée monodieu, plus les rares fois où vous avez des coalitions multi-dieux du chaos. Et puis les profils des démons, ils ont tous une sauvegarde invulnérable qui représente bien leur côté éthéré, où il y a des fois, même un tir de canon laser, ça passe à travers et ça leur fait rien. Et la frappe en profondeur sur quasiment toutes les unités du livre permet aussi d'arriver n'importe où sur la table, ce qui là encore correspond très bien avec le fait que les démons se téléportent et apparaissent de n'importe où. Donc au global, je trouve que c'est une armée qui est bien représentée sur le champ de bataille. Les règles collent bien à l'aspect narratif qu'on se fait avec les démons. Les coups en points, par contre, non. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit surtout, en tout cas en compétitif, des listes avec beaucoup de démons majeurs. Et ça représente pas du tout une invasion de type des démons type dans le lore, hein. Vous avez quasiment jamais plus d'un seul démon majeur au même endroit. Et surtout pas plusieurs démons majeurs de dieux différents au même endroit. Ça arrive quasiment jamais. Normalement, vous avez plein de hordes de démons menés potentiellement par un démon majeur. Donc là, il y a sans doute un équilibrage interne à revoir. Mais en tout cas, au niveau des règles et des profils, on est assez cohérent avec le côté narratif. Pour les Space Marines du chaos, alors dans le lore, il y a un peu 2 aspects aux Space Marines du chaos. Vous avez les vrais légionnaires de l'époque de l'hérésie d'Horus, qui sont vraiment là depuis du coup 10 000 ans et qui se sont perdus dans l'œil de la terreur. Et puis vous avez aussi les Marines renégats qui eux ont trahi l'Imperium depuis ou se sont fait corrompre depuis. Et donc vous avez un peu les 2 volets. Vous avez vraiment les Marines qui sont affiliés au chaos, qui se sont dédiés corps et âme aux dieux du chaos, et puis vous avez des renégats qui eux ne croient pas forcément aux dieux du chaos et ne les vénèrent pas, mais sont plus là contre l'Imperium. Ils sont aussi en général accompagnés soit de possédés, soit de machines démons, soit de démons du chaos, en tout cas pour la partie Space Marine qui se sont vendus aux dieux du chaos. Et vous avez quand même une armée qui est tactique, hein, ça reste des Space Marines, ils sont pleins de haine, pleins de rancœur, mais ça reste quand même des forces d'élite surentraînées, ils utilisent les mêmes outils que les Marines loyalistes, mais souvent plus anciens, plus ésotériques, mutés, abîmés ou déformés.
Et donc c'est une armée qui soit se vend aux dieux du chaos pour gagner en puissance, au risque que s'ils échouent, ils perdent la faveur des dieux et ils encourent une punition, soit vous jouez une armée renégate qui rejette le chaos et qui veut seulement vaincre l'Imperium pour se venger. En termes de règles, les pactes sombres, qui est la règle des Space Marines du chaos, où vous pouvez gagner des bonus pour être plus puissant en risque de potentiellement prendre des dégâts, ça représente très bien la partie Space Marine du chaos corrompue par les dieux du chaos. Donc ils infusent en fait de puissance, ils s'infusent grâce à la puissance des dieux du chaos et deviennent de plus en plus forts, au risque de temps en temps, la puissance un peu traîtresse du chaos ne tue ou ne corrompt complètement un Marines qui du coup décède. Mais ça ne représente pas du tout les Space Marines renégats qui rejettent les dieux du chaos. Maintenant, quand Games Workshop parle de Space Marines du chaos, ils sont vraiment Space Marines du chaos. C'est pas Space Marines renégats, c'est des gens qui se sont dévoués corps et âme aux dieux du chaos. Même si vous jouez des Iron Warriors qui normalement s'en foutent des dieux du chaos, vous allez quand même avoir comme règle les pactes sombres. Les détachements, par contre, permettent de ramener un peu ces styles de jeu multiples, hors Légion affiliée à un dieu. Donc vous avez un détachement type Alpha Légion, vous avez un détachement Night Lords, un détachement Black Légion, un détachement Iron Warriors, etc. etc. Donc c'est des styles tactiques qui sont bien représentés, mais toujours sur une règle d'armée de Marines chaotiques, pas de Marines renégats. Les profils représentent tout aussi moyennement les Space Marines du chaos que les Space Marines loyalistes. Vous avez toujours l'Endurance 4 qui est un peu en dessous de ce que ça devrait, les Bolter Force 4 sans PA, etc. Mais bon, là encore, à l'échelle du jeu, il faut bien avoir une base. Et si on décide que cette base, c'est une armée pour les débutants comme les Space Marines, les Space Marines du chaos peuvent pas soudainement devenir 10 fois meilleurs. On pourrait considérer que peut-être qu'un légionnaire de l'époque de l'Hérésidorus devrait être meilleur qu'un Space Marine de maintenant, puisqu'il a 10 000 ans d'expérience potentiellement, même si le temps passe différemment dans l'œil de la terreur et dans le warp. Globalement, il est plus expérimenté, donc il devrait pouvoir être un peu meilleur, mais au global, lisser sur une armée, ça reste cohérent. Les listes d'armées qui sont jouées sont aussi en général assez représentatives de forces que vous trouveriez dans du narratif. Vous avez assez peu de spam de personnages, vous avez de l'élite, vous avez des troupes de base, vous avez quelques véhicules. C'est en général assez varié et assez représentatif de ce qu'on pourrait voir dans des bouquins qui racontent des batailles avec des Space Marines du chaos. Maintenant, si on passe à la Death Guard, donc les Space Marines affiliés à Nurgle, là c'est en général dans le narratif une horde de zombies et de mutants qui précède une activité, une avancée lente et méthodique de Marines de la Peste, avec des barrages d'artillerie qui bombardent en permanence les positions ennemies, des nuages de mouches, des maladies qui ravagent l'armée ennemie avant même que les Space Marines du chaos arrivent. C'est une armée qui, de toute façon, avance. Peu importe l'opposition, peu importe ce qui lui tire dessus, elle résiste aux coups, elle résiste aux tirs. Vous avez des zombies qui sont plus résistants que des humains normaux. Vous avez des marines de la peste qui, dans l'historique, sont quasi impossibles à arrêter, qui survivent à des membres arrachés, des trous dans le ventre. Ils sont souvent accompagnés par des démons. Et c'est une armée qui est assez portée sur l'infanterie, sur l'artillerie, qui est très axée guerre d'attrition, guerre de tranchées. Ils sont là pour répandre les bienfaits de grand-père Nurgle, qui sont des maladies et des pestes. Ils se moquent de leurs pertes, de leurs dégâts, ils se moquent d'avoir des mutations, des blessures ou de l'équipement rouillé. Ils ressentent pas vraiment la douleur, ils sont juste là pour répandre la maladie. Et donc dans les règles, vous avez les contagions de Nurgle qui représentent assez bien l'aura de maladie qui entoure la Death Guard elle-même. Évidemment, quand vous approchez d'un Space Marine qui est aussi malade et putréfié, vous allez tomber malade très vite vous aussi, et donc c'est représenté par le fait que les ennemis autour sont affaiblis par la présence de la Death Guard. Ça représente pas par contre le côté maladie qui précède un assaut Death Guard. Vous n'avez pas ce côté un peu bombardement de peste et de trucs qui vous affaiblissent avant même que la Death Guard débarque. Le détachement d'Index est un peu crucial pour vraiment bien représenter ce côté narratif. La règle d'armée toute seule est un petit peu faiblarde, et le détachement d'Index représente plutôt mieux ce côté contagion. Les profils représentent pas forcément si bien que ça l'endurance surnaturelle des Marines de la Death Guard, je trouve. Vous avez des profils très similaires aux Space Marines de base. Il y a souvent endurance plus 1 par rapport à la plupart des Space Marines, donc ça, c'est quand même bien. Mais vous n'avez pas du tout de côté régénération, d'ignorance des dégâts, vous n'avez pas de côté d'insensible à la douleur, ce qui devrait vraiment être la règle de la Death Guard. C'est vraiment ce qui les caractérise, c'est qu'ils ne ressentent pas la douleur. Cette règle, elle a quasiment été créée pour la Death Guard, genre en 3e ou 4e édition. C'est assez étonnant qu'il n'ait pas du tout aujourd'hui de série. Et sinon, actuellement, l'index ne contient pas
de démons. Vous pouvez vous allier à des démons, et on voit souvent par exemple des Nurglings qui sont alliés avec la Death Guard. Mais moi, à mon sens, vous devriez avoir les démons comme partie intégrale de ce codex. Ça veut pas dire que je veux que les démons disparaissent en tant qu'armée, mais en tout cas, ils devraient être là en tant que partie intégrale du codex Death Guard, parce que dans quasiment tous les moments narratifs où on vous parle de la Death Guard, il y a quasiment toujours des porte-pestes qui débarquent, des démons de Nurgle qui débarquent en même temps. C'est une force alliée. Ils sont tous voués à Nurgle, que ça soit les mortels et les démons, et c'est très rare de voir une armée de Nurgle qui n'a pas aussi des démons à côté. Donc ce serait bien. À part ça, l'équilibre interne du codex, ou en tout cas de l'index actuellement, représente bien cette masse d'infanterie, quelques mortiers d'artillerie, etc. Donc le style de jeu reste quand même bien représenté par les règles, donc ça fonctionne bien. Les World Eaters, alors eux, dans la partie narrative, c'est vraiment des Space Marines frénétiques, sanguinaires, berserk, dont le seul souhait est d'arriver au corps à corps pour faire couler le sang et couper les têtes, que ça soit le sang des adversaires ou des amis, peu importe, comme on dit, peu importe d'où vient le sang tant qu'il coule. Khorne s'en fiche, sont des Space Marines qui vénèrent Khorne, justement, le dieu du sang, le dieu des crânes, et donc la bonne manière de le vénérer, c'est d'aller au corps à corps et de faire du massacre, ou de mourir, tout simplement, ça marche aussi. C'est souvent une armée qui est relativement honorable, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous assassiner au tir, ils vont pas vous attaquer dans le dos, ils vont juste vous charger en hurlant, vous allez les voir arriver de loin, et c'est cohérent avec le code de Khorne qui veut de la prouesse martiale, qui veut des champions violents. Donc vous avez souvent dans la partie narrative des hordes de berserk et de cultistes qui sont très souvent accompagnés de démons de Khorne. Au fur et à mesure que le sang se met à couler et que les berserk ravagent les rangs ennemis, vous avez des démons qui commencent à apparaître, à sortir des flaques de sang et à venir les aider aussi. Ils ont très peu de véhicules, très peu d'aspects tactiques. Dans le lore, c'est une horde hurlante qui défonce tout sur son passage, mais qui est assez facile à manipuler ou à berner. C'est assez facile de les amener là où vous voulez ou de les saturer dans des couloirs de tir, puisque ils sont pas tactiques, ils chargent tout droit, ils tapent très fort, mais si vous arrivez à les contenir, vous pouvez vous en débarrasser. Dans les règles, on a les bénédictions de Khorne qui, du coup, sont aléatoires. Vous jetez un certain nombre de dés au début du round, de mémoire c'est 8. Et puis en fonction des scores que vous avez, des doubles ou des triples, vous choisissez certaines bénédictions que vous activez pour toute l'armée. Ça représente assez bien le fait que les hordes se surpassent pour attirer l'œil de leur dieu, qui leur accorde ensuite des bienfaits ou des bénédictions. Par contre, c'est peut-être un petit peu trop aléatoire à mon goût, et pas forcément lié aux prouesses martiales de l'armée. Je trouve que à Age of Sigmar, les armées de Khorne, elles ont ce qu'on appelle la dîme de sang, qui est plus vous tuez d'unités ou plus vous perdez d'unités, plus vous avez des points de dîme de sang que vous pouvez utiliser pour faire des mouvements de surge, donc quand on vous tire dessus, vous foncez vers l'ennemi pour venir l'engager, ou des mouvements réactifs, plein de choses qui vous permettent de plus vous rapprocher au corps à corps ou d'être plus efficace au corps à corps. Et je trouve que cette mécanique est super intelligente, très tactique, et je pense que cette armée World Eaters bénéficierait largement d'avoir ce type de mécanique aussi comme règle d'armée. Par contre, en termes de profil, tous les profils sont très axés corps à corps, donc là ça va, on est bien en plein dans le côté narratif. On a des berserk qui tapent un point de plus que des marines normaux, c'est force 5. Vous avez des cultistes qui tapent plus fort que des humains de base, c'est normal, ils sont gonflés par leur haine et par l'envie de massacrer, donc ils ont des gros biscottos et ils tapent très fort. Ils ont un gros volume d'attaque, mais très peu de boost défensif, ce qui là encore est très narratif, il représente bien l'envie de tuer l'adversaire sans se préoccuper de leur propre sécurité ou survie. Il manque, à mon avis, comme pour la Death Guard, le fait d'avoir les démons directement dans la liste d'armées de Khorne. Vous pouvez toujours les allier, mais pour bien coller au lore et faire en sorte que les démons bénéficient de la même règle d'armée que les World Eaters, je pense qu'on devrait systématiquement avoir des démons de Khorne dans l'armée, ou en tout cas avoir la possibilité de les mettre en tant qu'unité à part entière. Les listes actuelles, par contre, sont beaucoup trop dépendantes d'Angron, qui est le primarque des World Eaters. Vous voyez quasiment jamais une armée de World Eaters sans Angron, en tout cas en compétitif. C'est pas du tout narratif et pas du tout logique. Le primarque n'est pas dans toutes les batailles de toutes les bandes de World Eaters de la planète. Il ne devrait pas être obligatoire pour une liste compétitive efficace. Ça, c'est un vrai problème de toute façon de la 10e édition au global. Les personnages nommés soit coûtent pas assez cher, soit sont trop efficaces. Mais il devrait pas, je pense que c'est bien qu'il soit très fort parce que c'est ça qui est fun, mais par contre il devrait être pricé plus élevé parce que la plupart des batailles ne devraient pas avoir Reboot Gilliman, le lion ou Angron. C'est très fun de les sortir, mais quand vous les voyez systématiquement dans toutes les batailles, vous avez un souci d'équilibrage dans votre livre, et là c'est un problème que clairement les World Eaters ont en ce moment.
Enfin, on a les Thousand Sons. Eux, c'est vraiment une armée de Space Marine psychiques. Ils arrivent de nulle part par téléportation. Ils remplissent un objectif souvent mystérieux et incompréhensible. Et ils repartent immédiatement en se téléportant aussi en général, une fois l'objectif accompli. Souvent, leur arrivée est précédée de machinations, de problèmes politiques, de soulèvements, de coups d'État qui fragilisent la planète elle-même avant que les Thousand Sons arrivent. Et l'armée est régulièrement composée plutôt de Space Marine Rubricae, qui sont des armures animées finalement sans volonté propre, qui sont commandées par un seul sorcier, rarement une cabale de sorciers, ça arrive aussi. C'est pas rare de voir des Thousand Sons accompagnés de démons de Tzeentch aussi sur le champ de bataille, souvent invoqués par les sorciers. Et en général, quand on élimine les sorciers dans l'historique, l'armée a tendance à s'effondrer un peu, les Rubricae perdent un peu leur capacité de décision, voire parfois ne font plus rien du tout, et l'armée a tendance à s'effriter complètement. Ils ont aussi tout ce côté vraiment psychique, avec des sorts terrifiants qui rendent l'opposition complètement confuse, qui perturbent les sens, qui détruisent des bâtiments entiers, qui forcent les forces loyalistes à s'affronter entre elles. C'est vraiment une armée qui fait de la manipulation et qui apparaît sans prévenir, sans crier gare, au milieu d'une crise politique majeure, qui remplit un petit objectif et qui dégage avec des Space Marines qui avancent comme des robots et qui tirent sans s'arrêter, avec en général un sorcier qui invoque des trucs tout autour et qui lance des sorts. Dans les règles, l'idée derrière les règles des Thousand Sons, c'est la bonne. Vous avez des sorciers qui lancent des pouvoirs psychiques, qui sont potentiellement de plus en plus puissants à mesure que vous avez de plus en plus de sorciers et que ces sorciers allient leurs pouvoirs entre eux. Ils font des rituels kabbalistiques, donc vous avez plusieurs sorciers qui allient leurs pouvoirs pour lancer des choses de plus en plus fortes. Le problème, c'est que ça polarise beaucoup les listes Thousand Sons vers des unités qui génèrent les points qui permettent de lancer ces règles, et ça casse un peu l'équilibrage de l'armée. Mais en soi, en termes de narratif, ça pousse à prendre les unités qui sont souvent celles qu'on voit dans la partie narrative des Thousand Sons. Vous n'avez pas beaucoup de livres narratifs qui vous décrivent des batailles des Thousand Sons. Vous avez des tonnes de Predators et de Land Raiders et de choses comme ça. En général, vous avez des Marines Rubricae menés par des sorciers avec des hordes de cultistes écumants ou des Tsangors et des démons au milieu. Et ça, pour le coup, ça fonctionne très bien en termes de narratif, à part les démons, encore une fois, comme toutes les autres légions renégates. Donc ça fonctionne bien. Par contre, clairement, l'armée souffre des règles de la 10e édition qui a fait disparaître tout l'aspect psychique du jeu. Même les rituels que vous pouvez lancer en Thousand Sons, ce ne sont que des stratagèmes que vous lancez, sauf qu'au lieu d'utiliser des points de commandement, vous utilisez des points de cabale, mais c'est la même chose. Vous choisissez pas de domaine de sort, vous n'avez pas de vraie magie sur table. La plupart des pouvoirs psychiques, c'est des armes, c'est j'invoque un flingue, c'est pas particulièrement travaillé. Et donc ça, comme les Chevaliers Gris, c'est la deuxième armée qui en souffre aussi le plus, même si la règle d'armée compense un petit peu. En termes de profil, on a ce à quoi on s'attend avec des Thousand Sons. On a des pouvoirs psychiques, certes représentés sous forme d'armes, mais qui sont très violents et efficaces. Vous avez des profils de Space Marine, des Rubricae qui avancent plus lentement avec moins de mouvement, mais qui ont des profils de Marines. Ça fonctionne bien. L'autre souci, là encore, les démons ne sont pas inclus directement dans l'index, ça changera peut-être dans cette édition, à voir. Ça serait bien de pouvoir avoir des listes qui mêlent à la fois démons et Thousand Sons sans avoir besoin d'utiliser la mécanique des alliés, et pour que les démons soient aussi affectés par la règle d'armée. Et puis l'armée est très dépendante de Magnus actuellement, là encore en compétitif, une liste d'armées Thousand Sons sans Magnus, ça existe quasiment pas, et donc c'est le même problème que les World Eaters, ça colle pas du tout avec le lore. Vous imaginez bien que le primarque des Thousand Sons, le plus puissant des primarques démons Psyker, le favori de Tzeentch, il est pas dans toutes les petites batailles sur toutes les petites planètes. On devrait pas avoir besoin de Magnus pour avoir une liste d'armées qui cogne et qui fonctionne bien. Donc ça, c'est vrai que narrativement, c'est pas terrible. Et pour finir avec le chaos, on a les Chevaliers du Chaos qui, dans l'historique, ce sont un peu, c'est le pendant maléfique, corrompu, renégat des Chevaliers impériaux. Donc c'est une noblesse pervertie des mondes corrompus, soit des mondes qui sont tombés sous le contrôle des dieux du chaos, des mondes qui ont été envahis par des Space Marines du chaos et qui sont tombés sous leur coupe, ou des mondes qui ont volontairement décidé de trahir l'Imperium, qui se sont fait corrompre. Et donc ils utilisent leur machine de guerre pour servir les intérêts des dieux du chaos, ou pour essayer de détruire l'Imperium de l'intérieur. On a souvent, là encore, une double allégeance, comme pour les Marines du chaos. Vous avez soit des chevaliers corrompus par les dieux du chaos, où l'esprit de la machine du chevalier est rendu fou, ce qui a rendu fou le pilote, etc. Soit vous avez des chevaliers qui ont trahi l'Imperium, mais qui ne vénèrent pas forcément les dieux du chaos, ils sont juste renégats. Ces chevaliers sont accompagnés de leurs hommes d'armes, donc pour les loyalistes c'est des armigères, pour les chaotiques ce sont des dogs, qui eux aussi sont corrompus. Et donc vous avez
une autre approche de la guerre avec ces machines. Vous êtes plus dans la noblesse et le code de chevalerie et les objectifs héroïques. Vous êtes vraiment dans un côté, on utilise notre taille, le fait qu'on soit massif et nos armes de destruction pour terrifier l'ennemi et l'obliger à se replier sans même livrer bataille. Le carnage, des machines gigantesques qui chargent au milieu des ruines, qui détruisent des bâtiments entiers et qui prennent possession de tous les centres importants d'une planète, avec des petits humains en dessous qui font même pas un dixième de la taille du chevalier et qui sont obligés de s'enfuir en courant, qui ont besoin de beaucoup de courage pour affronter ces machines géantes. Donc en termes de règles, le fait que les chevaliers du chaos provoquent une aura de terreur autour d'eux, qui force l'ennemi à passer des tests d'ébranlement, c'est assez cohérent. Ça rend l'ennemi plus vulnérable, moins efficace, ce qui est cohérent avec des effets de la psychologie sur des forces humaines armées, donc ça marche. Ça représente, à mon sens, bien une aura d'effroi qui entoure ces machines. En termes de règles et de mécaniques, c'est assez limité, mais en termes de narratif, ça fonctionne. Les profils représentent, comme pour les chevaliers impériaux, plutôt bien ces machines. Évidemment, si on se fie que au lore, on devrait avoir de meilleures sauvegardes, de meilleurs invulnérables, plus d'endurance, plus de PV. Mais le jeu n'est pas taillé pour ça. Si vous avez des figurines qui commencent à être endurance 20 avec 50 PV, voilà, vous avez pas. La plupart des armées ne sont pas capables de tuer 2 ou 3 chevaliers comme ça, et donc vous ruinez complètement le jeu. Donc on est bien obligé de rétablir une échelle pour que ça soit jouable. Les armes, par contre, elles sont convenablement dévastatrices pour le potentiel de ces chevaliers. Vous avez toute une variété d'armes extrêmement puissantes au corps à corps comme au tir. Par contre, comme pour les chevaliers impériaux, ici on a un petit souci, les listes efficaces, on va dire, compétitives, que l'on voit souvent, ne représentent pas bien cette armée. On est trop encouragé à prendre des petits dogs et pas assez de gros chevaliers. On devrait avoir un ratio de 2 petits pour un gros, peut-être 3 petits pour un gros. Pour coller au narratif, on ne devrait pas avoir 13 petits et 0 gros. Ça arrive qu'il y ait des forces de dogs qui soient envoyées en reconnaissance, mais le chevalier du chaos, il reste pas assis en attendant, il sort et il tabasse aussi, et donc on devrait avoir quand même des gros sur table, et ça c'est sûr qu'en compétitif, on les voit pas trop. Maintenant, essayez de réconcilier les joueurs compétitifs avec l'aspect narratif du jeu, je vais pas gaspiller ma salive non plus, c'est juste qu'on aimerait bien que l'équilibrage pousse un petit peu plus à jouer des armées qui collent un petit peu mieux à l'archétype de l'armée. Je vais aussi mentionner les Emperor's Children, même si on en sait encore trop peu. On sait que dans le lore, c'est une armée qui est incontrôlable. C'est pareil, elle débarque un peu sans prévenir, mais elle assaille l'ennemi par des sons, des couleurs, des danses, des parfums. C'est un assaut qui est à la fois martial, un assaut guerrier, mais aussi un assaut sensoriel qui déstabilise, qui perturbe tout le monde. Souvent, c'est représenté dans le narratif comme une armée de corps à corps. C'est souvent plutôt des duellistes, des gens qui viennent chercher le combat en mêlée, accompagné de Noise Marines qui du coup détruisent tout avec des vagues sonores. C'est souvent une armée rapide qui arrive un peu comme l'éclair, qui ravage tout, qui élimine tout ce qu'ils veulent et qui repartent avec des captifs. Ils sont persuadés d'être tactiques et stratégiques, d'être efficaces, mais ils sont souvent distraits par des broutilles et par la capture d'êtres vivants pour en faire soit des drogues, soit des serviteurs, ou des choses bien pires que ça qui me feront être démonétisé sur YouTube si j'en parle. Ils ont quand même un concept d'honneur martial et de duelliste. Ils sont tombés sous la coupe de Slaanesh par leur quête de la perfection ultime, souvent dans les arts de la guerre, et souvent ça se matérialise par la perfection du combat au corps à corps et le fait d'être le meilleur duelliste possible. Et ils sont là encore souvent accompagnés de démons. À mesure que la débauche se répand sur le champ de bataille, vous avez des démonettes qui apparaissent et des choses comme ça. Et en général, ils fonctionnent sous forme de petites bandes éparses, il n'y a pas de légion à part entière. Il y a certains bouquins dans lesquels on retrouve des tentatives de reconstituer une compagnie entière, voire certains qui aimeraient reconstituer la Légion, mais la plupart des Emperor's Children sont trop incontrôlables et trop obsédés par eux-mêmes et leur propre plaisir hédonistique, et donc ils ont tendance à pas se regrouper tant que ça, et en général vous avez un seul seigneur avec une petite bande de lieutenants qui tous veulent usurper la position du seigneur le plus vite possible, avec des machinations qu'ils sont persuadés d'être incroyables alors qu'elles sont en général assez médiocres. Au niveau des règles, on sait pas vraiment encore, c'est trop flou pour commenter là-dessus. On sait qu'ils pourront faire des avancées charges ou replier charges sous condition, mais le reste des profils et des règles n'est pas encore connu. Il y a eu quelques leaks, mais on sait pas si c'est très fiable. Moi, je pense que pour bien coller à leur aspect narratif,
Ils devraient avoir de toute façon la même solidité que des Space Marines classiques, ce sont des Space Marines, donc même si ils aiment bien exposer un petit peu plus de chair percée, etc., il n'y a pas de raison qu'ils aient pas le même profil qu'un Space Marine de base. Je pense qu'ils devraient être meilleurs au corps à corps que les autres Space Marines en termes de capacité de combat, mais avec une force plus classique. Ils devraient probablement avoir des bonus pour mieux toucher, mais par contre, c'est pas forcément des Space Marines qui tapent très fort ou avec beaucoup de pénétration d'armure. Je pense qu'ils pourraient jouer aussi sur les poisons et les drogues pour se donner ce genre de boost, le fait qu'ils aient des mutations, des greffes particulières aussi. Je pense qu'il faudrait représenter sur table le fait que chaque unité tente de prouver aux autres qu'elle est la plus parfaite, qu'elle est la plus forte, et donc peut-être avoir un mécanique dans un détachement ou dans les règles d'armée pour faire en sorte que les unités se tirent la bourre pour être la meilleure. Il leur faut aussi les démons comme unité jouable, ça comme toutes les légions renégates, quasiment tout le temps dans le lore, quand vous avez une unité de légion renégate, vous avez des démons qui les accompagnent. Si on veut être cohérent, il faudrait aussi éviter qu'ils dépendent complètement de Fulgrim pour avoir une armée compétitive. Si on pouvait avoir des listes d'armées jouables sans avoir le Primarch absolument à chaque fois, ça serait bien. J'aime bien avoir un Primarch très fort, mais j'ai pas envie de devoir le jouer à chaque fois. Et puis je pense que l'armée devrait pas être focalisée sur le tir, sauf à courte ou mi-portée avec des Noise Marines. Maintenant, on va passer aux Xenos. Alors, on commence par les orques. Les orques, dans le lore, dans le narratif, c'est des gigantesques hordes de peau verte qui déferlent soit depuis des cavernes d'une planète, soit ils atterrissent dans des astéroïdes propulsés depuis l'espace qui s'écrasent sur la planète et qui déversent des hordes d'orques, tous plus énervés les uns que les autres. Et en général, plus le combat dure, plus il y a d'orques qui débarquent sur la planète pour le plaisir justement de vivre et de participer à un bon combat. Chaque orc est censé être nettement plus fort qu'un humain normal, c'est plus grand, c'est plus costaud, c'est plus endurant, il se régénère facilement, des blessures qui tueraient un Space Marine peuvent laisser un orc capable de se battre, et des blessures qui tueraient un être humain égratignent à peine la peau d'un orc. Ils tapent très très fort au corps à corps, ils sont très musclés, ils ont vraiment beaucoup de puissance. Par contre, ils sont très imprécis au tir parce qu'ils sont tellement pressés d'aller cogner que la visée et tout, c'est pas trop leur truc. Et puis leurs armes sont tellement brinque-ballantes et de briques et de broc que de toute façon, quand elles touchent, c'est plus un coup de chance. Ils utilisent aussi une collection de véhicules, d'armes, de machines ou de monstres étranges qui sont pas cohérents, qui ne suivent pas un plan de construction fixe. Ça marche un peu par magie ou parce que les orques y croient très très fort. En général, on a un seul gros boss qui mène toute l'armée, et il a ses nobs qui donnent les ordres à chaque bande qui compose l'armée. Et puis plus l'armée se bat, plus les orques vont générer d'énergie psychique qui les booste de plus en plus. Quand les orques commencent à être vaincus, cette énergie se dissipe et ils sont moins efficaces, mais quand les orques gagnent et se battent de plus en plus, alors cette énergie monte et chaque orque devient plus fort. Alors, au niveau des règles, moi je trouve que la WAG, c'est une règle qui représente assez moyennement les hordes d'orques. Actuellement, la WAG, c'est un tour pendant lequel tous les orques se ruent au corps à corps et tapent plus fort. Mais en fait, quand on lit les descriptifs, c'est pas vraiment ça, la WAG. Ça devrait être quelque chose d'incrémental, où plus il y a des combats, plus il y a d'orques au corps à corps, et plus les orques ont tabassé, et plus chaque orque est motivé pour aller se battre, et mieux il tape. Donc on devrait avoir un système peut-être plus progressif. Au fur et à mesure qu'il y a des corps à corps qui sont engagés, l'armée orque devient de plus en plus efficace, ou au fur et à mesure que l'ennemi se prend du combat, que ce soit au tir ou au corps à corps, donc peut-être tour par tour, des bonus qui augmentent, pour qu'arrivé à la fin de la partie, on ait une horde d'orques qui est vraiment la plus forte possible. Moi je pense que ça représenterait mieux ce qu'on lit sur la manière dont les orques se battent, mais je sais pas en termes de mécanique comment ça pourrait être fait. Maintenant, le profil de l'orque individuel, ça correspond assez bien à ce qu'on a en narratif. Ils sont endurance 5, donc ils sont plus costauds qu'un Space Marine, ce qui se justifie à plusieurs reprises. Dans le lore, vous avez un Space Marine qui plante son épée tronçonneuse dans le ventre de l'orque, qui se retourne pour aller faire autre chose en pensant que c'est fini, mais en fait c'est pas fini, l'orque il est encore debout, il a encore envie de se friter, donc ça marche assez bien. Le fait qu'ils soient endurance 5 avec un seul point de vie représente ça bien. Ils sont durs à blesser de manière efficace, mais par contre quand vous les avez vraiment blessés et que vous avez touché un organe vital, là ils meurent, ils n'ont pas de redondance d'organes partout, même si a priori à l'intérieur du corps d'un orque il n'y a pas tant que ça d'organes, il y a plus un système digestif et le reste c'est un peu que de la soupe. Ils ont une CT à 5+, donc leur capacité de tir très faible, qui représente très bien leur imprécision notoire, mais ils ont des profils d'armes qui sont assez forts sur le papier. S'ils avaient une meilleure capacité de tir, ils seraient vraiment dévastateurs. C'est d'ailleurs pour ça que le détachement qui leur permet de toucher à +1 quand ils sont à portée d'un personnage rend l'armée vraiment forte.
Et puis ils ont un gros volume d'attaque au corps à corps de force 4. Il manque peut-être un peu de pénétration d'armure pour représenter leur arsenal étrange et très efficace. Le fait qu'une pince énergétique soit que PA-2 ou qu'une scie carrément soit que PA-2, des fois on se demande un peu pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Bon, et les listes qui sont jouées en orques représentent bien toute la variété d'armées qu'on peut avoir dans l'historique, dans le lore des orques. On a souvent un peu trop de war boss sur la table, hein. Normalement on n'a qu'un seul boss de guerre, on n'est pas censé en avoir 3. Mais à part ça, on voit des armées de véhicules, on voit des armées de hordes de boys, on voit des armées d'élite avec des nobs. On a quasiment tous les styles de jeu qu'on connaît en orc dans le lore qui sont très bien représentés sur table. Le seul qui actuellement pêche vraiment, c'est le culte de la vitesse, mais c'est pas parce qu'il est mal représenté par ses règles, c'est parce qu'il fait rien sur table. Mais à part ça, globalement, les règles sont pas ridicules non plus. Maintenant, on va parler des Nécrons. Alors, les Nécrons, dans l'historique, dans le lore, c'est une force implacable. Ils sont endormis dans des mondes tombes, et puis ils sont progressivement réveillés par le fait que d'autres races viennent soit essayer de coloniser ces mondes, soit viennent forer, creuser, ou d'autres événements qui font qu'ils se réveillent trop tôt par rapport à quand ils auraient dû être réveillés. Et donc, c'est une armée qui monte en puissance petit à petit. Au fur et à mesure qu'on les affronte, ils réveillent de plus en plus de guerriers, avec de plus en plus de puissance, jusqu'à avoir voilà, quelque chose une armée complète, avec des armes étranges, des véhicules et des choses de plus en plus fortes. Ce sont les maîtres du matérium, leur technologie elle est plus avancée que celle des Tau, que celle des Votann, que celle des Eldar, ou même que celle de l'Imperium, durant son âge d'or, hein, avant même l'arrivée de l'Empereur, avant l'effondrement de l'humanité, quand l'humanité maîtrisait quasiment la galaxie entière, côte à côte avec les Eldar. Eh bien, non, les Nécrons étaient encore bien meilleurs que ça, même s'ils faisaient un gros dodo, leurs armes étaient déjà bien plus efficaces que tout ce que l'humanité a pu créer dans toute son existence. Chaque guerrier Nécron, c'est un squelette de métal vivant, très résistant, capable de se régénérer. Donc les Nécrons qui sont détruits peuvent se réparer, ou de nouveaux Nécrons peuvent être téléportés à la volée pour renforcer des unités qui sont abîmées. Et c'est une armée d'automates. Un guerrier Nécron n'a pas de personnalité, il suit les ordres d'un chef qui lui a cette personnalité et cette volonté propre. Tout le reste de l'armée est très dépendant des ordres d'un leader, d'un personnage, pour changer de tactique et pour répondre aux mouvements adverses. Souvent, ce sont des armées décrites comme des armées de hordes, des hordes de squelettes mécaniques qui avancent lentement, qui réduisent les blindages et les armures en poussière avec des armes qui se moquent complètement des armures de Space Marine, des blindages de quoi que ce soit. Même l'arme de base d'un guerrier Nécron vaporise une armure de Space Marine sans souci. Et très très rarement dans le lore, on a une écharde de Cétane, de Ctan, de Sétan, comme vous voulez le prononcer, vous décidez, qui est un dieu prisonnier, qui a été fait prisonnier par les Nécrons, et dont il libère une petite partie, parce que ces dieux ont été fragmentés en petits éclats, et donc ils les ont emprisonnés, et il les libère de temps en temps, quand la situation est vraiment critique, mais c'est pas souvent. Alors dans les règles, vous avez les protocoles de réanimation, qui représentent plutôt bien le fait que les Nécrons sont terriblement difficiles à complètement éliminer, puisque quand vous les blessez, ils se régénèrent, quand vous coupez un membre, ils se recollent, quand vous tuez des Nécrons, il y en a d'autres qui sont libérés et téléportés. Dans le jeu, c'est un peu trop dépendant du concept d'unité, puisque si vous avez détruit complètement une unité Nécron, elle ne se régénère plus sur la table de jeu. Dans le lore, c'est pas forcément cohérent, les guerriers Nécrons que vous avez battus, ils se relèvent, même s'il n'y a plus d'unité de 10 figurines, mais mécaniquement, c'est normal de le faire comme ça, donc on comprend pourquoi c'est là, et ça représente de toute façon très bien l'aspect narratif. Les profils représentent aussi plutôt bien l'idée qu'on se fait. Vous avez des soldats endurants, souvent endurance 4, avec de bonnes sauvegardes d'armure, mais qui sont lents au mouvement, lents à la détente, ça c'est normal. Les armes manquent clairement de PA pour représenter comment elles sont décrites. Normalement, les armes de base des Nécrons, les armes Gauss, ça suffit à atomiser complètement n'importe quelle armure de l'Imperium, voire du blindage de tank. Mais évidemment, on va pas donner de la PA-2 à chaque arme d'une armée, sinon c'est injouable. Donc on comprend pourquoi c'est pas le cas. L'armée, elle, dépend beaucoup de personnages attachés aux unités pour rendre ces unités plus intéressantes et plus efficaces. Et ça colle bien avec l'aspect narratif des Nécrons, où seuls les personnages peuvent ordonner les guerriers et les soldats de base, et les soldats de base réagissent aux protocoles et aux ordres donnés par les personnages. Donc ça, c'est pareil, c'est bien représenté. Les listes d'armées, elles ont un peu souffert en 10e édition. On a eu vraiment des moments avec beaucoup trop d'échardes Cétane sur la table. Ça représentait vraiment très mal l'aspect narratif. Quand vous avez 3 ou 4 Cétane dans une même liste, ça n'a aucun sens. Ça arrive genre 2 fois dans tout le narratif de tout le jeu. Ça devrait pas du tout exister.
Mais aujourd'hui, la variété semble très bonne. Maintenant, c'est beaucoup plus équilibré en interne. Il y a peut-être pas assez de guerriers Necrons de base parce que les immortels ont des règles un peu trop fortes. Mais globalement, vous avez des armées qui sont équilibrées, qui représentent bien cette diversité un peu. Vous avez l'aspect un peu mécanique avec les canoptèques et puis l'aspect plus guerrier, les cultes destructeurs, etc. Tout ça, ça fonctionne bien. Je trouve que les Necrons, c'est une armée qui est bien représentée par ces règles. L'Empire Tau maintenant, alors eux dans le lore c'est le seul empire xénophile de la galaxie, dans le sens où ils aiment bien un peu tout le monde et ils aiment bien intégrer les autres quand ils sont prêts en tout cas à coopérer et à se soumettre. Les armées Tau, elles sont souvent composées d'un mix d'armes combinées avec du coup des armures d'élite, des véhicules rapides qui tirent fort, de l'infanterie très entraînée et des auxiliaires Xénos aliens alliés qui jouent les éclaireurs et qui harcèlent l'armée ennemie. Ils ont une technologie qui est plus avancée que celle de l'Imperium. Elle est un peu en dessous de celle des Votann et des Eldar, mais ils ont des armes de tir normalement qui sont absolument terrifiantes, qui détruisent n'importe quel blindage, qui moissonnent de l'infanterie ennemie. Le fusil de base d'un guerrier Tau, il est capable de percer une armure Space Marine sans trop se poser de questions. Les armes des exo-armures sont capables de démolir à peu près tout dans l'historique. Vraiment, c'est vous entendez le bruit de leur fusil et vous savez que vous êtes mort et la balle arrive une seconde après parce qu'ils vous tirent dessus depuis 4 km et c'est comme ça que ça se passe. C'est une armée professionnelle qui est très entraînée via un système de caste. Donc chaque guerrier, il est né pour être un guerrier et il n'est pas entraîné et formé quand il a 20 ans. Chaque guerrier est normalement nettement plus efficace qu'un garde impérial malgré quelques limitations biologiques, notamment sur la perception des distances où les Tau a priori voient assez mal en 3 dimensions, ce qui justifie leur capacité de tir, mais on verra que c'est pas forcément super top. Des exo-armures et des mechas aussi un peu partout dans leurs armées, qui remplissent le rôle d'unité d'élite et d'unité de soutien. Il y a beaucoup de variantes. Dans le lore, les Tau, c'est une armée qui expérimente beaucoup, avec plein de prototypes, plein de variantes différentes qui sont testées sur le terrain, puis adoptées à grande échelle quand ça fonctionne. C'est une armée qui n'a pas peur de l'innovation technologique. Ils sont très focalisés sur la mission, le terrain, les tactiques. C'est une armée qui a une vraie philosophie martiale, avec des préceptes clairs, une forte valorisation du code d'honneur, de la prouesse tactique et stratégique de chacun. Ça reste quand même, c'est pas des gros gentils, c'est une armée type rejoins-nous ou meurs. Ils sont xénophiles dans le sens où ils t'assimilent parce que ça les arrange de pas avoir à te conquérir par la force, mais si tu refuses, ils viendront prendre ce dont ils ont besoin quand même, et là, dans ce cas-là, tant pis pour toi. Donc la règle d'armée, pour moi, elle est pas bonne du tout. Elle représente très mal l'Empire Tau. La règle pour le bien suprême, ça permet à une unité d'en guider une autre pour qu'elle touche mieux. Ça s'appelle une règle d'équipement. Dans les éditions dans lesquelles moi j'ai commencé à jouer quand je jouais Tau, c'était les désignateurs laser, ça donnait des bonus. On pouvait en mettre dans certaines unités. Il n'y avait pas besoin qu'une unité en guide une autre. Vous aviez une arme qui ciblait quelque chose et qui donnait des bonus aux autres ou qui permettait de lancer des missiles. Ça devrait pas être la règle d'armée. Si la règle s'appelle le bien suprême, alors ça devrait plutôt être des bonus quand on joue en armes combinées, en mixant bien les types d'unités. Moi, je pense que les Tau bénéficieraient d'une règle d'armée qui est plus tactique, où vous donnez un certain nombre de bonus à certaines unités à chaque tour pour représenter justement un plan de bataille préétabli que les unités Tau suivent et représenter aussi leur adaptabilité tactique. Donc vous choisiriez un certain nombre d'unités et vous leur donnez un certain nombre de bonus, soit au tir, soit à la mobilité, pour faire qu'un flanc de l'armée puisse encercler l'ennemi ou qu'un flanc de l'armée se replie, etc. Ça représenterait beaucoup mieux la manière dont les Tau sont décrits dans le narratif, à mon sens en tout cas. Le profil de base d'un guerrier Tau ne colle pas trop non plus, ils tirent trop mal par rapport à leur entraînement et leur matériel. Les Tau, depuis qu'ils sont tout bébés, ils s'entraînent pour être des guerriers, ils sont éduqués pour ça. Ils tirent aussi bien qu'un garde impérial qui en général a pas d'entraînement, à qui on a collé un fusil laser dans les mains, à qui on a dit va te battre. C'est un peu emmerdant. Une CT à 3+, c'est trop bon pour eux parce que c'est une CT de Space Marine, mais à 4+, c'est pas assez bon. Et on a l'impression un peu qu'on leur a mis une CT à 4+, pour justifier la règle de guidage. Bon, à voir. Après, ils ont quasiment toujours touché à 4+, c'est justifié par le fait qu'ils ont une mauvaise perception des distances, mais c'est vrai que narrativement, c'est censé être compensé par leurs casques, leurs optiques et leurs armes d'une précision inégalée. Donc bon, sur une armée de tir, c'est un peu dommage. Les profils d'armes sont aussi, à mon sens, pas assez terrifiants pour les Tau. À part le railgun, le reste est assez basique. Chaque tir devrait puncher nettement plus fort pour vraiment coller au narratif. Normalement, les Tau, c'est l'armée qui terrifie l'ennemi à distance. Les gardes impériaux, ils ont des surnoms spécifiques pour désigner le railgun, etc. C'est censé être des trucs qui sont absolument abominables à affronter parce que vous les voyez pas. D'un coup, vous entendez un claquement et vous avez votre pote qui explose et vous savez même pas d'où le tir est venu. Là, c'est pas assez bien représenté, à mon sens, par les profils d'armes sur la table.
au global, je trouve que l'Empire Tau n'est pas bien représenté sur table par rapport à son aspect narratif. Elle devrait toucher mieux, elle devrait tirer plus fort, et elle devrait probablement être dépendante d'un système un peu d'ordre ou d'avantage tactique pour atteindre justement le fait de mieux tirer ou de tirer plus fort. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que les profils d'armes devraient être nettement meilleurs que ce qu'ils sont là, notamment quand vous voyez les canons des Riptide ou les canons des Broadside. Il y a quelque chose qui va pas dans ces profils, dans cette édition, je trouve en tout cas. Maintenant, les tyrannides. Alors, les tyrannides, dans l'historique, c'est une force un peu incompréhensible qui débarque depuis l'espace profond et son seul but, c'est de dévorer tout sur son passage. On ne sait pas s'ils sont là pour tout manger ou s'ils s'enfuient parce qu'ils sont poursuivis par un truc qui est encore pire, qui est dans l'espace profond. On sait qu'ils ont été attirés par certaines actions de l'hérésie d'Horus où une espèce de phare a été déclenché pendant une bataille et cette lumière a attiré les saints, mais il a mis 10 000 ans à arriver parce que il voyage pas dans le warp, il traverse l'espace comme ça avec des bio-vaisseaux. Et puis en termes de guerre et de bataille, vous avez des nuées entières de petits organismes suivis par des monstres gigantesques qui sont là pour briser les défenses pendant que les petits organismes encerclent le tout et font un assaut de masse quasiment impossible à résister et à détruire. C'est une armée qui est a priori dans l'ordre toujours très adaptable, elle réagit très rapidement, il crée de nouveaux organismes, de nouvelles armes pour contrer les tactiques ennemies. Et chaque mort et chaque zone de la planète qui est détruite nourrit les saints. Ils utilisent toute cette biomasse pour générer de nouveaux organismes pour poursuivre l'assaut. Les armées sont donc souvent constituées, dans le lore en tout cas, de bioformes, totalement dépendants de ce que les saints affrontent. Plus la résistance est forte, et plus vous allez voir des monstres, des guerriers d'élite émerger. Par défaut, l'idée, c'est d'utiliser la biomasse pour faire le plus d'organismes possible tant que ça suffit. Donc on fabrique des ormagones, des thermagones, des choses comme ça. Et puis quand la résistance s'intensifie, on sacrifie de la biomasse pour faire des trucs plus gros, comme des carnifex, comme des exocrines, comme des titans, des hiérodules, des choses comme ça, qui viendront briser la résistance adverse. Et puis ils sont censés évidemment avoir des griffes faites d'os capables de tout découper, des armes à base d'acide ou de larves dévoreuses qui percent très bien les armures. C'est une armée qui normalement doit puncher quand même assez fort. Alors dans les règles, là encore je trouve que c'est une armée dont les règles représentent pas forcément très bien toute la variété. Vous avez une règle qui est l'ombre dans le warp qui vous permet pendant un tour de déclencher des tests d'ébranlement sur toute l'armée ennemie avec divers malus en fonction de la position de certaines unités et de la présence de certaines unités tyranniques sur la table. Alors l'ombre dans le warp, ça existe dans le narratif, mais en général c'est quelque chose qui précède une attaque tyrannide. C'est une ombre qui annonce l'arrivée des tyrannides, ça bloque la communication des psykers, ça les rend fous, et au moment où la ruche tyrannide arrive, ça culmine dans une espèce de cri psychique qui déstabilise les forces ennemies, mais c'est au début de l'invasion de la planète. Une fois que l'attaque est commencée, ce phénomène s'estompe. Il y a toujours l'ombre dans le warp qui perturbe les psykers, mais les autres forces, elles, ne sont pas forcément censées être affectées une fois que l'invasion a commencé. Donc cette règle d'armée, elle représente plutôt une première invasion, mais pas forcément une guerre soutenue. Moi, je pense qu'une règle qui représente de la régénération, qui permet de faire revenir certains essaims, ou qui permet de s'adapter aux conditions de la bataille, serait plus logique. Là encore, je pense que les hyper-adaptations qu'on a dans un des détachements feraient une meilleure règle d'armée que l'ombre dans le warp, et puis les détachements suivants représenteraient ensuite toute la variété de jeux. Les profils, par contre, des unités représentent, je pense, assez bien l'armée, sauf peut-être la force des dégâts, enfin la force des attaques des monstres corps à corps, qui parfois pêchent un peu. Au niveau des tirs, ça semble cohérent par rapport à ce que l'armée est censée faire, mais le corps à corps pourrait sans doute être un peu meilleur. Il est boosté quand vous êtes à proximité d'unités synapses, mais quand vous voyez certains monstres qui tapent en force 9, alors que c'est des trucs gigantesques, et qu'il y a des équivalents chez les Space Marines qui sont force 12, on se demande un peu pourquoi, mais bon. Les endurances, nombre de points de vie des monstres semblent par contre cohérents, les sauvegardes aussi, etc. Et puis les listes qu'on voit jouer en tournoi ou en amical représentent assez bien des armées mixtes qui mélangent les monstres, les unités d'élite, des infiltrateurs, des hordes et des nuées. Donc l'armée est bien représentée par ses profils, mais peut-être pas si bien que ça par sa règle d'armée. Les cultes Genestealer maintenant, eux, ils représentent un soulèvement d'humains corrompus et infestés par des Genestealers tyrannides. C'est une rébellion planétaire par un culte qui est là depuis plusieurs générations et qui a commencé par l'infection d'un Genestealer qui est devenu un peu une espèce de patriarche qui contrôle psychiquement tout ce culte. Ils sont tous persuadés que les enfants des étoiles viendront les libérer de l'oppression de l'impérium et que ils doivent se soulever. Certains sont persuadés qu'ils vénèrent l'empereur, mais c'est un empereur à 4 bras. Voilà, ils sont tous complètement corrompus et persuadés psychiquement d'être dans le droit chemin. C'est une armée du coup d'insurgés et de rebelles, donc ils sont
en général assez mal équipés, ils ont des outils industriels, des armes de récup, des véhicules de démolition ou de chantier, ils ont des mutants et des hybrides qui les accompagnent, ils ont des monstruosités qui ont pas grandi normalement et avec qui l'ADN du Genestealer a fait des trucs pas cool, et puis parfois vous avez des forces de défense planétaire corrompues qui les accompagnent, le tout mené par des démagogues et des psykers. Individuellement, chaque soldat est plutôt mauvais, sans entraînement, avec des armes pas terribles de récup. Ils sont censés être plutôt moins bons que des gardes impériaux, mais par contre, ils ont le poids du nombre. Et comme toute guérilla, bah, c'est très difficile à vaincre, hein. Ils sortent de partout, ils tentent des pièges, des embuscades, et donc vous avez du mal à vous débarrasser d'eux. Au niveau des règles, l'embuscade du culte, je trouve, représente assez bien cette espèce d'assaut sans fin qui arrive de partout, puisque chaque unité détruite peut revenir, jusqu'à un certain nombre d'unités bien sûr, et ils peuvent revenir à peu près n'importe où sur la table de jeu. Les profils des unités représentent assez bien la faiblesse individuelle de chaque membre du culte, à part quelques élites hybrides ou aberrants, vous êtes globalement sur un profil d'humain lambda, ce qui est très bien, et ils ont des armes au global assez médiocres, avec quelques exceptions, type les charges de démolition ou les outils de forage et de minage, qui, bah, on se doute, font très mal, hein. Si on savait forer ou miner avec des énormes lasers, on se doute que retourner un laser qui est capable de détruire de la roche contre un véhicule, bah, ça marcherait aussi, et donc bah, ça c'est assez cohérent en termes de profil. Les personnages, eux, sont très cruciaux dans les règles pour booster les unités au bon endroit et les bonnes unités, donc ça fonctionne très bien narrativement. Et au global, bah, je trouve que cette armée est bien représentée par ses règles et ses profils, ça colle bien au narratif qu'on se fait autour des cultes Genestealer. Il y a peut-être juste un petit manque dans le nombre d'unités qui peut réapparaître. C'est le genre d'armée difficile à représenter, parce que le but c'est de représenter une horde sur la table. Le problème, c'est que, bon, bah, jusqu'à un certain point, on n'a peut-être pas envie que les gens aient 300 figurines. Je suis sûr que Games Workshop adorerait être capable de vous faire acheter 300 figurines pour une armée à 2000 points, mais bon, ils se doutent bien que sinon personne ne jouera à l'armée, déjà qu'elle est très peu jouée actuellement, donc la seule solution, c'est de faire de la récurrence, hein, c'est de faire revenir des unités détruites, et donc, bah, pour l'instant, je trouve que la règle représente ça assez bien, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de récurrence, mais ça, après, c'est une question d'équilibre, plus qu'une question de narratif. Maintenant, les Eldar ou les Eldari, c'est une race qui est ancienne et psychique, hein. Ils sont affrontés, c'est une espèce d'arme biologique qui a été créée par les anciens pour affronter les Nécrons. Et puis, quand les anciens ont disparu, ont fui ou sont tous morts, les Eldar ont finalement hérité de la galaxie alors que les Nécrons allaient se recoucher. Et c'est une race qui a abusé de ses passions et de ses sensations qui sont nettement plus vives et nettement plus puissantes que celles que les humains peuvent ressentir. Et donc, à force de sombrer de plus en plus dans la débauche et dans les cultes de meurtre, ils ont donné naissance à Slaanesh. Et donc, ce que vous jouez aujourd'hui quand vous jouez Eldari, vous jouez une partie de la race Eldar qui s'est échappée au sein des vaisseaux mondes et qui vivent un peu comme des moines, hein. Ils nient leurs émotions, ils se concentrent sur un seul chemin très spécifique pour être capables de maîtriser leurs pulsions et apprendre à ne pas donner libre cours à toutes leurs idées, à toutes leurs sensations. Donc au combat, bah, c'est surtout des armées qui apparaissent un peu de nulle part, qui sont souvent constitués de guerriers aspects d'élite, qui sont surentraînés. Chaque aspect représente un héros de légende des mythes Eldari, ou une unité, une entité des mythes Eldari. Et puis souvent, ils sont accompagnés de gardiens, qui sont en fait des civils, qui sont mobilisés aussi, et puis de véhicules qui ont été façonnés à partir de moelle spectrale. Et puis vous avez aussi des armures, hein, des constructions robotiques, qui sont pilotées par des Eldari morts, qui sont enfermés dans leur pierre-esprit. C'est une armée qui en général a une puissance de feu quasi inégalée, presque l'égale des Nécrons, qui a une mobilité absolument incomparable, et en général c'est des assauts qui sont fuyants. Ils frappent à un point stratégique avec l'effet maximal, et puis se replient pour disparaître et refrapper un petit peu plus loin. Ils sont souvent guidés par les visions des grands prophètes pour toujours anticiper les actions adverses et bien les intercepter au bon endroit. C'est une armée qui joue assez peu sur le fait de sacrifier ses unités, hein. C'est une race mourante, les Eldar. Chaque mort est une perte irremplaçable pour leur race qui se reproduit assez peu et qui grandit assez lentement. Donc c'est pas du tout une race qui a tendance à sacrifier ses unités. Ils ont tendance à plutôt les protéger en frappant et en se repliant tout de suite. Dans les règles maintenant, alors la règle de l'index, qui était les dés de destin, représentait assez bien l'armée, plutôt focalisée sur le côté les grands prophètes manipulent le destin et poussent leur armée vers la meilleure voie possible. Mais la règle qui arrive dans le codex, elle est bien plus adaptée pour représenter la mobilité et la capacité à frapper et se replier en n'étant jamais là où l'adversaire nous attend.
Au global, les deux règles, je trouve, représentent plutôt bien l'armée Eldar telle qu'elle est dépeinte dans le narratif et dans les livres. Les profils aussi sont très cohérents. Vous avez des unités très mobiles avec une haute valeur de mouvement. Vous avez une grosse force de frappe au tir ou au corps à corps, mais vous avez très peu de survivabilité. Vous avez des armures très légères, vous avez la même résistance qu'un humain de base. Ça, c'est cohérent avec l'aspect narratif. Et puis les unités représentent assez bien le statut qu'elles sont censées avoir. Vous avez les guerriers aspect d'élite qui se battent mieux que les autres et ont les meilleurs équipements. Vous avez des gardiens qui sont moins bien équipés, mais qui touchent peut-être un tout petit peu trop bien. Ils touchent à 3+, comme les guerriers aspect, on aimerait peut-être... Enfin, on aimerait, non, les joueurs Eldar n'aimeraient sans doute pas les voir toucher à 4+, mais ça serait plus cohérent en termes de narratif que ces civils. Hein. Les gardiens, normalement, si je me rappelle correctement, c'est les gens qui ont déjà suivi une des voies d'un guerrier aspect à un moment, mais se sont arrêtés en route et n'ont pas poursuivi dans cette voie. Ils sont retournés faire une autre voie type sculpture, poterie, service, peu importe. Et ils sont remobilisés dans les moments où le vaisseau monde a vraiment besoin d'eux. Mais du coup, ils sont plus aussi entraînés que les guerriers aspect, et donc ça serait logique qu'ils touchent un petit peu moins bien. Hein, si des taux surentraînés touchent à 4+, ou que des cyborgs du Mechanicus touchent à 4+, alors que leur seul boulot c'est le combat, des gardiens Eldar qui touchent à 3, alors que ça peut faire des fois des décennies ou des siècles qu'ils n'ont pas touché une arme, c'est moins logique. Les unités fantômes, elles, sont bien représentées aussi. Elles sont lentes, mais très endurantes, très bien protégées. Elles ont besoin d'un psyker pour les guider. Tout ça, c'est très narratif, ça fonctionne très bien. Au global, je trouve que l'armée Eldar, c'est une armée qui est très très bien représentée narrativement sur le champ de bataille par ses règles. Ça représente l'image qu'on s'en fait. Et si vous avez lu des bouquins, vous avez des combats Eldar, la manière dont vous les jouez sur table aujourd'hui, ça colle parfaitement. Les Drukhari, alors les Drukhari, eux, dans le narratif, dans le lore, ce sont les Eldari qui n'ont pas changé de style de vie après la naissance de Slaanesh. Ils étaient dans un des ports qui est dans la toile, qui est la manière de voyager entre les mondes et entre les étoiles des Eldar, hein, qui est une espèce de chemin à mi-chemin entre le Warp et le Matérium. Et donc eux, ils n'ont pas été tant que ça perturbés par la naissance de Slaanesh, puisqu'ils étaient dans la toile, donc pas dans l'univers matériel. Et donc ils continuent à torturer et à abuser de tout leur sens et à vivre comme si rien ne s'était passé, à part qu'ils se sont quand même coupés de leur partie psychique pour éviter d'invoquer des démons par mégarde. Ils ont abandonné tout pouvoir psychique. En général, quand des armées Drukhari partent en guerre, c'est pas vraiment des choses pour faire la guerre ou pour conquérir du territoire, ça ils s'en fichent. Leur seul but, c'est de ramener des captifs depuis l'univers matériel vers leur ville dans la toile. Donc ils constituent des bandes faites pour faire un raid dans le matérium. Ils sortent depuis un portail de la toile le plus près possible de leur cible, ils émergent sans prévenir, ils pillent, ils capturent des êtres vivants autant qu'ils peuvent, et puis ils disparaissent aussitôt en emmenant leur mort avec eux. Et ils laissent des gens terrifiés qui pleurnichent et qui savent pas ce qui leur est arrivé. C'est un style vraiment en anglais qu'on appelle hit and run, hein, donc c'est frapper et courir, frapper et se replier. En général, vous avez une coalition entre une cabale, ce qui est plus ou moins un gang mafieux, hein, avec une espèce d'ancien noble Eldar à sa tête. Vous avez des Séras, qui sont des cultes gladiateurs, souvent drogués, qui ne vivent que pour la perfection du combat au corps à corps. Et puis vous avez les couvents, qui sont les maîtres de la chair et leur création abominable, née de la torture et de la manipulation génétique, où vous avez un mix de un ou plusieurs de ces trois morceaux qui forment du coup un raid dans le matérium. C'est une armée qui ne résiste jamais à une opposition soutenue, c'est une armée qui ne reste pas à se battre dans des guerres de tranchées ou pour prendre des positions. Par contre, ils utilisent des armes très puissantes et chaque guerrier est un expert très bien entraîné et très bien équipé. Au global, c'est toujours une armée ultra mobile qui utilise des transports pour aller et venir là où ils doivent frapper, puis se repositionner et changer d'endroit et toujours aller là où ils sont le moins attendus et là où la résistance est la plus faible pour aller capturer le plus de captifs et repartir. Dans les règles, ils ont cette règle qui est les pions de souffrance, où quand vous détruisez une unité ennemie ou que vous lui causez un test d'ébranlement et que ce test est raté, alors vous gagnez un pion de souffrance et ces pions vous les dépensez dans certaines phases, soit pour mieux bouger, soit pour mieux taper, etc., etc. Ça représente bien le fait que les Drukhari se régénèrent en faisant souffrir les autres, puisque effectivement les Drukhari se nourrissent de la souffrance des autres, ce qui permet d'éviter que leur âme se fasse absorber par Slaanesh, mais ça représente pas du tout leur mobilité extrême et l'utilisation des transports. Ça, c'est plus représenté par un de leurs détachements, mais qui représente que l'aspect transport et pas forcément l'aspect mobilité. Je pense que les Drukhari seraient mieux représentés
par une règle similaire à celle que les Eldari viennent d'avoir, mais plus axée sur les débarquements, embarquements et les mouvements de retraite. Les Eldari, là, ils ont des manœuvres agiles qui leur permettent de bouger durant la phase de l'ennemi, en réaction à l'ennemi, en réaction à des tirs, ou durant leur propre phase. Ils peuvent faire bouger un certain nombre d'unités par tour. Je pense que les Drukhari bénéficieraient de ce genre de choses, mais avec des mouvements plutôt axés « je me replie et j'embarque », ou « je peux débarquer d'un transport qui a bougé et charger », ou je peux ne pas me faire tirer dessus en état d'alerte. Ce genre de choses, je pense, serait très cohérent pour donner des règles de mobilité aux Drukhari, et ensuite que les détachements viennent soutenir le tir, ou le corps à corps, ou certains transports, ou les cultes sérastes, ou les couvents, etc., etc. Je pense que ça fonctionnerait bien. Vous pourriez même avoir un détachement qui donne ce côté puissance par la souffrance, mais j'aimerais bien avoir une règle de mobilité, puisque je trouve que cet aspect n'est pas si bien représenté que ça, si vous jouez pas le détachement pur transport. Les profils d'unité, je les trouve aussi assez moyennement représentatifs. Les Kabbalites et tous leurs véhicules sont pile dans ce qu'on attend, les Venoms, les Ravageurs, les Raiders. Vous avez un profil type Eldar qui bouge bien, vous avez des véhicules légers, pas très costauds, mais avec des armes qui tapent fort, et puis des armes pleines de poison avec de l'anti-infanterie partout. Les Sérastes, par contre, ne sont pas du tout au niveau de ce qu'on attend. C'est censé être les maîtres du corps à corps. Vous avez des unités qui normalement sont capables de tenir tête à des Banshees dans le lore. Normalement, des Sérastes, vous les mettez en duel contre des Banshees, elles peuvent se battre pendant 4 heures. Là, des Sérastes, ça tient pas 3 secondes contre les Banshees parce que ça fait pas de dégâts du tout. Clairement, toutes les unités Sérastes, que ça soit les gladiatrices, que ça soit les Hélions, que ça soit les motojets, tout ça devrait être nettement meilleur dans son rôle de corps à corps. Les couvents sont pas trop mal, mais pourraient là aussi être un peu boostés en termes de résistance et de solidité. Les incubes, sans les pions de souffrance et un archonte pour leur faire relancer les blessures, ne tapent pas assez fort. Il y a un problème dans les profils actuels, je trouve. C'est un peu le problème de quasiment toutes les règles qui donnent des boosts à une armée en fonction de ce qu'elle fait. C'est que souvent, du coup, les profils sont abaissés pour que ces boosts les amènent au niveau où ils sont censés être. Mais du coup, ça veut dire que les unités de base sont pas assez efficaces. Les profils d'armes, par contre, sont plutôt bons, au moins au tir. Ça correspond à ce à quoi on s'attend. Et au global, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une armée qui est mal représentée par ses règles sur table. Les unités font pas ce qu'on espérerait qu'elles fassent, et on est trop dépendant d'un détachement très spécifique pour bien représenter l'aspect narratif de l'armée. Donc à voir d'ici la sortie du codex, mais pour l'instant, pour moi, c'est une armée qui est un peu à côté de la plaque. Et on termine avec les ligues de Votann. Alors, Ligue de Votann, dans le narratif, c'est les nains de Warhammer 40 000, sauf que ce sont des clones. Ils sortent tous d'une cuve de clonage, donc ça ne veut pas dire que chaque nain ou cogna, comme ils sont appelés dans le narratif, chaque cogna n'est pas identique l'un à l'autre, mais il y a certains archétypes qui sont reproduits encore et encore pour s'assurer que vous avez des rôles bien définis, qui sont bien respectés. C'est une race qui reste entre elles, qui fait pas de vagues, mais qui prend tout ce qu'elle veut sans se soucier des autres, avec une culture qui est basée sur la vénération d'anciennes IA qui s'appellent les Votann, et qui étaient des super ordinateurs qui ont servi à accompagner la migration de ce qui était à la base des humains vers le cœur galactique, et puis qui a transformé génétiquement petit à petit ces humains pour qu'ils résistent aux pressions énormes qui règnent là-bas, et puis petit à petit ces IA sont devenus séniles à force d'accumuler tellement d'informations depuis des dizaines de milliers d'années que maintenant elles sont très lentes à répondre, elles sont parfois complètement perdues, répondent à côté de la plaque et sont complètement séniles. C'est des IA vieillardes un peu, et sauf qu'elles sont encore vénérées par les ligues de Votann. Et vous avez autour de tout ça un culte des ancêtres et de l'honneur, puisque à chaque fois qu'un cognat décède, la somme totale de ces informations et de ses expériences est retournée au Votann qu'il a créé, et donc le Votann est enrichi de toutes les expériences de ce cognat, mais du coup est de plus en plus sénile parce qu'il a de plus en plus d'informations inutiles à traiter. Et donc, comme tous les nains, ils ont une forte tendance à avoir des rancunes envers tout le monde. C'est une société qui est hyper capitaliste, hyper entrepreneurial. Ils voient aucun problème au fait de détruire une planète habitée par une autre race. Si jamais il y a des ressources dont ils ont besoin dessus, sans prévenir, ils arrivent, ils fracturent la planète en deux, ils prennent les ressources, et tant pis s'il y avait des gens qui habitaient là. Au combat, ils sont donc plutôt là pour défendre leurs intérêts économiques. C'est des forces armées très bien équipées, avec une technologie qui est supérieure à celle de l'Empire Tau. Vous avez un mix d'unités professionnelles et de civils armés, et avec un petit héritage un peu aussi technologie de forage, technologie de minage, réutilisée au combat aussi.
Vous avez de l'infanterie qui est solide, qui tire fort, et puis quelques unités armées d'armes de corps à corps puissantes aussi, le tout accompagné de véhicules très résistants. En général, c'est, voilà, l'historique, c'est un peu des choses qui ont été développées d'abord pour du minage, pour de la conquête économique, mais qui sont aussi utilisées au combat, parce que si vous arrivez à résister à 15 jets de pression et à des chutes de rochers, vous pouvez résister aux tirs ennemis et aux coups au contact, donc ils réutilisent ça dans la même foulée. En termes de règles, alors la partie rancune, à mon sens, c'est un peu, ils insistent un peu trop, je trouve, dans les règles sur cette partie-là, et c'est pas très bien représenté en plus, puisque quand vous perdez une unité votane, vous mettez un pion de rancune sur l'unité qui vous a tué la vôtre, et ça vous donne des bonus pour la toucher, et puis vous pouvez mettre un deuxième pion, si jamais on vous tue une deuxième unité, qui donne un bonus pour blesser. Le problème, c'est que ça ne représente que les rancunes sur les unités qui sont tuées en cours de partie. Ça ne représente pas du tout les rancunes préexistantes que pourraient avoir les Votann avec la cible qu'ils sont en train d'affronter. Sauf dans le détachement de l'index qui vous permet de pré-placer des pions de rancune. Et actuellement, l'armée n'est pas vraiment jouable sans ce détachement parce que sinon, vous devez sacrifier une grosse partie de votre armée pour être capable de toucher et de blesser correctement. On passe à côté de toute la partie culte des ancêtres, besoin de se dépasser, besoin de faire honneur à son clan, sa ligue ou sa portée, qui n'est pas représenté du tout en termes de règles. Par contre, les profils des unités individuelles, eux, sont assez bons. Vous avez un mouvement qui est réduit, c'est normal, ce sont des nains, avec une endurance élevée, de bonnes sauvegardes d'armure et des armes qui tirent et qui tapent très fort. Vous avez des unités d'élite qui peut-être ne touchent pas assez bien et ont besoin des rancunes pour s'améliorer. Comme d'habitude, quand vous avez ce type de règles qui vous donnent un bonus sous certaines conditions, en général, vos profils ont été abaissés pour que ce bonus vous donne votre capacité de tir ou de combat normale. Et là, les Votann sont tombés un peu dans le même piège où les profils ont été dégradés pour ensuite les rebooster avec le bonus des rancunes, ce que moi je trouve un peu dommage. Sur table, les listes sont aussi variées qu'elles peuvent l'être. Malheureusement, la gamme est très réduite et le lore est très réduit. Donc c'est assez difficile de savoir si concrètement l'armée telle qu'elle est disponible et jouée aujourd'hui correspond à l'idée que Games Workshop a des Votann, puisque pour l'instant il n'y a qu'un seul livre qui est sorti ou qui va sortir, et c'est tout, et le lore qui est dans le codex de la 9e édition, et c'est tout, il n'y a rien d'autre, donc pour l'instant on n'en sait pas grand-chose, la gamme de figurines est limitée, le lore est limité, donc la concordance semble pas trop mauvaise, à part je trouve la règle d'armée qui est vraiment trop spécifique, mais sinon globalement le reste a l'air plutôt pas mal. Donc en tout cas voilà pour cette très longue vidéo, donc j'espère que ça vous aura donné d'abord une toute petite base sur l'aspect narratif de chaque armée, comment elle est représentée, si jamais vous connaissez assez peu l'univers de 40 000, ça vous donne une bonne base, et puis aussi à quel point la 10e édition, à mon avis en tout cas, représente bien ou mal cet aspect narratif. La plupart des armées sont plutôt bien représentées, et en général ce qui est à côté de la plaque, c'est des choses qui sont de toute façon pas représentable à l'échelle d'un jeu de plateau avec des D6. Vous pouvez pas coller à 100% au narratif, parce que dans le narratif, vous avez toujours votre héros super élite, super fort, increvable, le super capitaine Space Marine qui arrive à battre des démons majeurs sans problème, alors que dans le jeu de plateau, non, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est normal que ça soit pas comme ça que ça se passe. Il y a quelques incohérences pour certaines armées, mais globalement, je trouve que la 10e édition à garder un peu ce qui fait la saveur de chaque armée, en tout cas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui avec les codex qui sont sortis, je trouve qu'on est pas mal, avec quelques armées qui à mon sens sont à côté de la plaque, mais globalement on est plutôt bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos remarques en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!